Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et nous sommes vendredi, donc c'est l'occasion de sortir un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 93e aujourd'hui en cette veille de vacances pour moi. J'attaque donc 15 jours, on est les premiers dans la région centre à être en congé pour cette période de printemps, donc il y aura du sport, il y aura de la course à pied avec un petit dépaysement puisque je vais retrouver mes chemins côtiers en Loire-Atlantique pour la deuxième semaine. Donc si vous êtes dans la région de Pornic sur cette deuxième semaine des vacances, je serai dans le coin. Donc si vous voulez venir échanger, discuter, cavaler un petit peu, ce sera avec grand plaisir. Grand plaisir également d'avoir vu vos partages, vos exploits, vos défis sur ce dernier week-end. Pour certains, c'était sur semi-marathon. Je pense à Sophie et Karine, à qui je fais un clin d'œil. Et puis aux autres, sur marathon. Vous m'avez vraiment donné des frissons, que ce soit Lucie, clin d'œil à toi pour ton premier marathon, mais également Jean-Yves, Nadia, Chloé, accompagnée de son papa Laurent. Donc des fidèles auditeurs que j'ai pu suivre, avec qui j'ai pu échanger, vous m'avez vraiment fait rêver, donner des frissons dans cet accomplissement. Parcourir 42 km 195, ce n'est pas rien, et quel que soit votre temps, et vous avez fait autant de kilomètres que le premier, donc bravo à vous, chapeau à vous. Alors basculons à la présentation de mon invité du jour qui est parfaitement dans la thématique du titre du podcast, à savoir à côté de ses pompes. En effet, Ben Violo, ce franco-canadien, parcourt aujourd'hui les trails, les courses également sur route, mais c'est un petit peu plus rare, avec une paire de sandales. Il a délaissé donc les traditionnelles chaussures de running qui lui causaient de nombreux désagréments au profit tout d'abord de chaussures minimaliste, puis de cette paire de sandales dont il va nous faire la présentation, mais également nous expliquer cette transition, pourquoi il a été amené à utiliser ces paires de chaussures. Dans un premier temps, Ben reviendra sur son parcours de sportif, mais également de personnes sédentaires qui l'ont conduit à entamer drastiquement une perte de poids. De cette expérience de la perte de poids, Ben en a fait une activité puisqu'il est aujourd'hui coach santé et il va nous donner différents conseils, différentes astuces et également son retour sur cette expérience qui a marqué à jamais sa vie. Aujourd'hui, Ben est quelqu'un qui parcourt donc les trails avec sa paire de sandales, ce qui fait de lui quelqu'un d'un petit peu marginal. Il nous expliquera quelle a été la vision des autres coureurs quand ils le voient arriver au départ d'une course avec cet équipement minimaliste. Et en ce 8 avril, date de sortie de l'épisode, Ben sera à quelques heures de son prochain défi. Gros défi puisqu'il se lance sur le 100 miles d'Istria, une course de 160 km en Croatie. Donc bon courage Ben pour ce nouveau défi que tu te donnes. Un grand merci à toi pour ce long épisode. Vous pouvez retrouver Ben en plus sur un podcast qui s'appelle Le Serment d'Hippocrate que je vous conseille. Et je vous ai placé dans les notes de l'épisode tous les liens pour contacter Ben, retrouver son podcast Le Serment d'Hippocrate et puis la marque Panta Sandales si vous voulez tester et vous mettre à cette transition vers une pratique beaucoup plus naturelle et minimaliste du running. Moi je vous laisse en compagnie de Ben Violo, coureur en sandales, pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Ben, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Alors, un titre de podcast qui colle parfaitement à ta personnalité puisque tu es un coureur quasiment pieds nus, totalement à côté de tes pompes. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Seb, c'est un plaisir. Alors, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs. C'est ce petit côté un petit peu état civil pour nous dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie avant d'aborder ta pratique sportive et ton cheminement dans ce sport qui nous réunit aujourd'hui. Je suis franco-canadien, j'ai double nationalité, donc franco, mais pas québécois du coup. Je suis français et canadien, je vis en France aujourd'hui, et donc je suis coach santé de ma profession. Donc en fait, j'aide des gens à travailler leur parcours de santé, et je suis coureur depuis une dizaine d'années. Et effectivement, comme tu le dis, je suis littéralement à côté de mes pompes. Puisque je cours quasi exclusivement
bien des quelques exceptions, en sandales. Que ce soit sur route, ce qui est pas si rare, hein, mais également en trail et même en ultra trail. Alors, tu dis franco-canadien. Depuis combien de temps tu es en France? Est-ce que tu as plus de racines du côté du Canada ou en France depuis peut-être de très nombreuses années? Ça fait 15 ans que je suis en France maintenant. J'y avais déjà vécu avant, hein, mais ça fait 15 ans que du coup, j'ai pas quitté la France. Mais je suis vraiment biculturel. Bon, on parle même pas de binational, de bilingue, je suis biculturel. J'ai vraiment un peu des deux. Donc, d'où le double titre. Qu'est-ce que tu as gardé de cette culture canadienne que tu ne retrouves pas dans notre pays qui est la France? Ouh, c'est compliqué ça. T'as combien d'heures? Je pense qu'il y a mais enfin, il faut regarder ça du point de vue parisien parce qu'aujourd'hui je vis à Paris. On va dire qu'on a même dans les grandes villes au Canada, tu as une certaine entraide en fait qui reste un petit peu plus présente et que dans des grandes métropoles comme Paris, en fait, on perd vachement, malheureusement. En revanche, c'est pas forcément vrai ailleurs en France, tu vois. Donc c'est aussi, enfin, c'est très lié à la géographie, enfin, la situation géographique, quoi. Mais c'est voilà, peut-être les rapports sociaux sont différents, tout simplement. La structure des rapports sociaux, c'est une autre manière de communiquer, de rencontrer les gens. On se fiche pas mal de là où les gens étaient à l'école, alors que parfois c'est beaucoup plus important dans la société parisienne, par exemple, tu vois. Enfin, des choses comme ça. Alors justement, ce parcours scolaire, pour rebondir sur les écoles dont tu parles, quel a été ton parcours et est-ce que ce fait d'être coach santé, donc métier que tu exerces aujourd'hui, c'était déjà quelque chose que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Puis on parlera ensuite de l'aspect sportif. Alors, pas du tout. Enfin, j'aurais pu vouloir, mais je n'en avais pas connaissance. Moi, j'ai fait une carrière dans la pub, en fait, principalement tout ce qui est pub en ligne. Et bah, lorsque moi, j'ai commencé à m'intéresser à ma santé, je me suis rendu compte que aussi, enfin, il y a des choses qui me faisaient bien, on va dire, mentalement, et que cette profession me convenait pas. Et petit à petit, au fil des années, bah, j'ai compris que je voulais me reconvertir et j'ai franchi le pas, du coup, en 2018. Donc, c'est encore assez récent. Et bah, j'ai dû me former, forcément. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation coach santé, on va en parler. Il n'y a pas un diplôme reconnu, surtout en France. En France, il n'y a rien. C'est aussi simple que ça. Et du coup, j'ai dû composer en fait avec des formations à l'étranger. Donc en Afrique du Sud, en Amérique du Nord. Enfin, il y a voilà, pas mal de formations qu'on peut suivre. Les seules choses qui seraient intéressantes en France en rapport avec cette profession, ça serait différents DU autour de la nutrition. Et encore, ils sont un peu incomplets. Ils sont assez récents, assez modernes, mais ils sont pas complètement à jour non plus. Donc c'est un peu compliqué de se former sur le métier parce qu'il faut être un peu touche à tout, expert en rien, mais avoir une bonne compréhension en fait des enjeux de santé en fait. Donc on verra jamais quelqu'un qui va arriver avec un diplôme, quoi. Tu vois, tu viens avec une formation, des certifs, et puis je pense que chaque coach santé en plus aura son propre vernis du coup qui lui ira, quoi. Parce que c'est une profession encore assez récente. Est-ce que cette volonté d'être coach santé, tu l'as puisée dans ta propre expérience par rapport à ton vécu, par rapport à ton parcours? Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai besoin moi-même de peut-être me remettre dans un chemin un peu plus acceptable pour ma santé, ce qui a peut-être débouché derrière sur ce parcours et sur ces formations. Bah, en fait, ça, oui, ça vient complètement de mon parcours, parce qu'en fait, il faut voir que j'étais assez sportif quand j'étais ado. Et quand bon, je pratiquais pas la course à pied pour le coup, mon truc c'était plutôt l'équitation. Mais quand je me suis retrouvé en fait adulte, donc à partir de mes 18 ans, en fait j'ai pris énormément de poids pour beaucoup de raisons, hein. Mauvaise alimentation, alcool, cigarettes. J'étais un paquet par jour, je buvais quasiment tous les jours. Donc pas mal de Enfin, ma santé, en fait, s'est dégradée assez vite, hein. J'ai gonflé comme un ballon de baudruche. Je me suis retrouvé. Alors, je sais plus exactement combien je pesais au maximum parce que honnêtement, je me pesais pas tant que ça parce que le chiffre ne faisait pas plaisir. Mais je devais être dans les 120 kilos, hein, par là. Pas loin, en tout cas, si j'y étais pas. Et surtout, je me suis rendu compte qu'à 25 ans, monter les escaliers, c'était un peu compliqué.
sachant que moi, j'avais perdu mon père à 50 ans lors de son deuxième infarctus. Il avait fait son premier à 35 ans. Et donc, moi, j'étais là à 25 ans en train de me dire, peut-être que dans 10 ans, moi, je vais faire mon premier. Donc, tu vois, tu te commences à te poser des questions. Et puis aussi, merde, je me regardais à poil, ça ressemblait à rien, quoi. Enfin, faut pas se mentir, hein, parfois, on fait aussi juste pour le plaisir personnel, mais il y avait aussi cette démarche de, putain, c'est fou, j'arrive pas à monter un escalier, quoi. Donc, moi, je suis parti de là. Et j'avais pas vraiment de ressources. Enfin, c'était un peu limité. Je pense qu'aujourd'hui, là, on parle de il y a plus de 10 ans. On est vachement mieux lotis en termes d'information. Mais à l'époque, j'avais pas grand chose, surtout en France, parce que j'étais déjà en France à ce moment-là. Et donc, c'est un peu, j'ai dû piocher un peu à droite, à gauche sur le peu d'informations que j'avais, expérimenter moi-même. Et j'ai fait plein d'expériences comme ça. Et puis, j'ai fini par trouver ce qui marchait pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas juste que ça marchait pour moi, c'est qu'en fait, c'était aussi scientifiquement validé. Donc, du coup, ça donnait une base, en fait, pour aider à conseiller des gens sur leur santé. Parce qu'on parle pas que d'alimentation. Il y a aussi la pratique physique. C'est un ensemble de choses, en fait, qui vont avec. Donc, ça s'est construit, en fait, sur une expérience personnelle. Et comment tu as pu basculer? Tu le disais, hein, les cigarettes, l'alcool, le manque d'activité physique. Radicalement, tu as pu modifier ton alimentation. Est-ce que tu as connu des passages difficiles? Un sevrage tabagique, ça doit pas être si facile que ça à réaliser du jour au lendemain, ou un sevrage lié peut-être à la consommation de sucre. Quelles ont été tes différentes étapes par rapport à ces problèmes que tu rencontrais? Alors, il n'y a pas photo, le sucre, c'est 1000 fois plus dur que le tabac. Mais vraiment 1000 fois plus dur. C'est incomparable. Le tabac, c'est une blague à côté. Donc, en fait, une fois que j'ai réussi à dompter l'addiction au sucre, l'addiction au tabac, en fait, a été beaucoup plus facile à secouer. Et en fait, il a suffi d'une période où j'avais un peu moins de stress. En fait, j'ai quasiment arrêté sans même arrêter. C'est juste, j'ai arrêté de fumer, en fait, tout court. Mais je n'ai pas pris la décision. C'est juste, je ressentais plus le besoin. Mais d'abord, il avait fallu vraiment passer le cap de l'addiction au sucre, qui, elle, pour le coup, revient de temps à autre. L'alcool avait été moins un problème parce que c'était quelque chose de moins engagé pour moi, mais j'étais bien parti pour finir alcoolique. Hein. Moi, je considère qu'à partir du moment où tu vis des moments comme ce que j'ai vécu, où tu t'énerves parce qu'il n'y a pas d'alcool de disponible, je pense que là, on peut parler d'alcoolémie. Mais vraiment, tu t'énerves, tu sais, t'es pas content, quoi. Tu deviens super irritable. Ça montre que tu as une dépendance, et donc, qui dit dépendance, dit addiction. Mais ça avait été moins dur. Par contre, ouais, le sucre est de loin le plus dur. Et je pense, même aujourd'hui, hein, c'est encore une bataille que je mène. Hein, ça a beau faire quasiment 10 ans que je mange peu de glucides. De temps en temps, l'addiction revient, quoi. Période de stress, période de fatigue, des choses comme ça. Et cette consommation de sucre, c'était lié à quoi? Lié à ton activité peut-être dans la pub de freelance, cette activité qui génère du stress. On est peut-être parfois plus tenté par des choses sucrées avec un rythme peut-être décalé dans l'activité professionnelle, ou c'était dans ton mode de vie? C'était littéralement dans mon mode de vie parce que, en fait, et faut pas chercher. Hein, je suivais globalement les recommandations alimentaires. Hein. C'est pas les recommandations alimentaires nationales, hein, de la France, des États-Unis, du Canada. C'est ce qu'on nous dit de manger. Hein. Le problème, c'est que lié à une mauvaise activité et en plus de ça, si un manque d'activité physique, en fait, tu grossis assez vite. Hein. Moi, j'étais peut-être un petit peu sur la tendance un peu plus de sucre, mais c'était pas non plus, c'était pas la folie, quoi. Je cuisinais énormément pour moi, tu vois, j'allais jamais au fast-food, tu vois, et pourtant, vu que la majorité de mes calories venaient des glucides, en fait, je ne mangeais que des glucides. Et donc, de fait, si tu manges que des glucides, et je dis bien que ça, tu grossis. Tu vois, plat de pâtes, sandwich, tartine, la totale, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as réintroduit ou introduit dans ton alimentation pour inverser la tendance? L'activité physique, peut-être déjà, a été un premier facteur de perte de poids. Et est-ce que tu peux le quantifier pour les auditeurs? Combien tu as
perdu. Tu le disais que tu avais gonflé. Là, aujourd'hui, combien tu as perdu avec peut-être des phases de reprise par moment, mais Ouais, c'est un peu compliqué à quantifier parce qu'à côté, il y a eu un vrai gain de masse musculaire. Ouais, en poids sur la balance, il y a au moins 30 kilos de différence. Sachant qu'on part de très peu de masse musculaire à la base. Donc, je pense que ouais, j'ai peut-être perdu 35-40 en fait, peut-être. Enfin, c'est difficile à quantifier, effectivement. Ouais, je suis descendu de sûrement donc 120 comme point de départ. Je suis descendu jusqu'à 87-88, sachant que je fais 1m85 pour situer. Et, et je suis remonté ensuite, sans pour autant grossir, c'est que j'ai continué à perdre en tour de taille. Je suis remonté jusqu'à 95. Même plus, parce qu'il n'y a pas longtemps, je frôlais les 100 kilos et je n'avais pas grossi. Donc tu vois, c'est difficile de quantifier les choses. C'est pour ça que le poids sur la balance, en fait, c'est un très mauvais indicateur. Et ça t'induit en erreur. C'est-à-dire que tu te dis, merde, j'ai pris du poids. Et en fait, non. J'avais pas pris de poids, j'avais pris du muscle. Les balances, ça t'aide pas trop, en fait. C'est assez trompeur. Donc, tu le conseilles pas. Tu conseilles pas forcément une pesée régulière et toi, ce rituel, entre guillemets, qui peut être finalement, tu l'as dit, nous conduire un petit peu dans l'erreur. C'est pas inutile, mais en fait, on a tendance à obséder en fait sur ce chiffre. Je pense que plein de gens se reconnaîtront là-dedans. On a tendance à se dire merde, tu vois, ça monte, ça descend. Sauf qu'en fait, ça monte, ça descend dans la journée, tu vois. Quand t'es sur des poids comme les miens, sur une journée, tu peux varier de 2 à 3 kilos, quoi. Enfin, du coup, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit juste que peut-être que je suis juste pas encore allé aux toilettes, tu vois. Enfin, c'est tout. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu plus haut et le lendemain, en fait, je vais avoir 2 kilos de moins et pourtant, j'ai pas bougé, quoi. Par contre, du coup, ce que je trouve plus fiable, mais que tu peux moins mesurer un peu au quotidien, c'est le tour de taille. Tu mesures ton tour de taille au niveau du nombril. Et globalement, tu veux toujours que ce tour de taille soit inférieur à la moitié de ta taille. C'est une assez bonne définition, en fait, qui a été proposée il y a plusieurs années de ça, qu'on considère comme plus pertinent que l'indice de masse corporelle. Et en fait, c'est vraiment le tour de taille parce que ça te permet d'avoir une idée de la masse graisseuse que tu as sur le corps. Et les proportions d'un être humain font que, il devrait être toujours en dessous de la moitié de ta taille. Donc ça, c'est un bon indicateur pour les auditeurs. C'est un assez bon indicateur et c'est un assez bon indicateur à suivre parce qu'il fait moins le yo-yo. Il évolue de manière beaucoup plus stable. Et du coup, voilà, tu as une meilleure idée de l'évolution. Alors après, tu peux aussi faire les tailles de pantalon, tu vois, mais je veux dire, ça c'est plus compliqué, quoi. Enfin, en gros, l'idée juste de se mesurer le tour de taille au niveau du nombril et de voir comment ça évolue, finalement, ça c'est vachement plus fiable. Je dois avoir une photo quelque part sur mon Insta de l'évolution de mes pantalons. Je les avais superposés. Et encore, celle-ci, elle date un petit peu parce que le dernier truc que j'avais mis dessus, le plus petit, maintenant c'est trop grand pour moi. Mais tu vois, enfin, c'est juste l'évolution des tours de taille en fait, finalement, qui est vraiment le truc le plus fiable, quoi. Parce que du coup, c'est stable. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, devant la glace, tu le disais, en tenue naturelle, sans vêtements, le regard il est plus flatteur pour toi et tu as une silhouette qui te plaît beaucoup mieux que celle que tu avais avant. Oui, avec bien sûr quand même un certain passif. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu as beaucoup culpabilisé en fait, sur ton apparence physique, il faut voir que, mais j'en fais partie, c'est assez facile en fait de développer des troubles de l'image. Et j'ai fait d'ailleurs un épisode du podcast où on avait parlé de ça parce que je pense que c'est important. Du coup, les troubles du comportement alimentaire en fait peuvent être associés à l'image de soi. Du coup, tu te regardes un peu différemment. C'est-à-dire que même si je suis conscient aujourd'hui que j'ai un corps en pleine santé, le fait que moi je vois encore les séquelles de mon passé, je le vis mal, tu vois. Donc c'est quelque chose que je me dis quand je me regarde dans la glace malgré tout. Même si je me dis putain c'est génial, tu sais, je compare aux photos d'avant, je fais c'est un truc de dingue, je me reconnais même pas, tu vois. Mais ça, tu vois, tu te regardes, tu fais c'est ci, c'est là, tu vois. Enfin, tu vois, ça reste un peu ancré. Ça reste ancré, ouais. de s'en débarrasser en fait. C'est pas si simple. Et le rôle de tes proches dans cette perte de poids, est-ce qu'ils ont été vraiment d'une grande aide ou est-ce que tu as mené ce chemin, ce combat seul ?
C'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup mené enfin, au début en tout cas, je pense au moins les 5 premières années, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai mené dans mon coin. Déjà parce que j'étais en couple à l'époque, mais c'est pas quelque chose que je partageais, on va dire, euh, dans ma vie de couple. Avec ma femme aujourd'hui, beaucoup plus. Donc ça, c'est différent. Mais ouais, au début, c'est quelque chose que j'ai mené tout seul, en fait. C'est un peu, tu vois, l'expérience de laboratoire, quoi. T'es ton propre rat de laboratoire, donc t'expérimentes sur toi, et puis en limite, t'en parles autour de toi, quoi, mais c'est tout. Et c'est ça qui m'a amené au coaching, là, en fait. C'est en fait le fait d'en parler autour de toi avec les copains, avec les proches, juste ton entourage. Il y a des gens qui se posent des questions parce qu'ils t'entendent raconter un peu ce que tu fais. C'est vrai qu'il a perdu pas mal de poids, quand même. Et ils disent, mais du coup, attends, tu fais quoi exactement? Et là, tu te retrouves à devoir l'expliquer. Et tu te dis, ah, je connais pas si bien que ça le sujet. Tu fais, ok, bon, je vais me documenter, je vais revenir t'en reparler, tu vois. Et du coup, tu commences à te documenter, tu comprends mieux ce que tu as fait pour toi, et puis, enfin, etc. Et en fait, les choses s'enchaînent. Et au moment, tu te rends compte que t'es plus juste en train de répondre à des questions, tu es carrément en train de coacher des gens, en fait. Et c'est en ayant aidé des amis et des proches que je me suis dit, putain, ça serait sympa à faire comme métier, ça. Et aujourd'hui, donc, tu accompagnes donc des personnes. Alors, tu le disais, hein, pas forcément que des champions. Il y a des personnes qui sont peut-être avec des pathologies liées à une maladie. Quel est ton panel finalement de personnes qui font appel à toi? C'est simple, ça va de une personne souffrant d'obésité morbide à une championne olympique. Voilà, c'est assez large comme panel pour le coup, hein. Je pense qu'on vise la majorité des gamètes dans la population. Donc j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance dans des situations de santé assez extrêmes en fait. Mais également du coup de travailler avec des athlètes qui sont à la pointe en fait, la pointe de la performance sportive et qui avaient besoin du coup d'un accompagnement pour suivre en fait leur entraînement ou pour revenir d'une blessure. Enfin voilà, j'ai eu des opportunités assez variées et ça c'est quand même vachement intéressant. Est-ce que tu trouves que c'est propre à notre société, ce besoin d'avoir un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui va nous coacher pour ce domaine de la nutrition? Est-ce que tu le disais, hein, quand tu as débuté, toi, ton processus pour perdre du poids, c'est pas quelque chose qui était, on va dire, très développé. Aujourd'hui, des coachs, on en trouve un petit peu partout dans différents domaines, hein, que ce soit Ouais. l'alimentation, le mental, le rangement peut-être aussi, pour ceux qui sont fans de Marie Kondo. Aujourd'hui, voilà, comment tu vois cette nécessité pour beaucoup de personnes d'être accompagnées et coachées? Alors, sur la partie de la santé, hein, parce qu'après, oui, effectivement, tu trouves des coachs sur tout type de sujet. Mais sur la partie de la santé, je pense qu'en France, parce qu'il faut vraiment regarder les sociétés de manière individuelle, hein, tu peux pas généraliser la société française par rapport à la société nord-américaine, par exemple. Mais en France, par exemple, on s'est beaucoup appuyé, on s'est appuyé à 100% sur le médecin pour les questions de santé. Mais le médecin généraliste, c'est-à-dire qu'en fait, le médecin généraliste, et Fabrice Kuhn en parle bien, puisque lui, à la base, est médecin généraliste. Du coup, ils n'ont pas de formation, en fait, à la nutrition, du tout. Ce que Fabrice disait justement dans ton épisode Ouais. sur le podcast, c'est que ça représente 3-4 heures sur tout un cursus de formation. Donc, c'est Sur infime. 8 ans de C'est ça. formation, t'imagines? Et dans les différents médecins que j'ai pu avoir sur le podcast, les plus gros chiffres que j'ai entendus, c'est genre une journée, tu vois, enfin, 8 heures de 3 jours, tu vois. 2-3 jours sur 8 ans sur l'alimentation, alors qu'en fait, c'est un élément qui est tellement important sur ta santé, c'est-à-dire que ça fait pas tout, hein, bien sûr, c'est évident. Mais c'est la base en fait. Enfin, tu es littéralement ce que tu manges. Donc en fait, si tu manges de la merde, ta santé c'est de la merde. Et puis voilà, c'est tout. Donc que ton médecin généraliste puisse au moins te conseiller là-dedans, ça me paraîtrait être la base. Le problème, c'est que les seules informations qu'ils ont en général, c'est les recommandations gouvernementales qui sont pas vraiment idéales en fait. Déjà parce qu'elles sont vachement influencées par les industries. Faut pas se mentir, hein. Euh,
Donc, du coup, on nous conseille de manger différemment de ce que la science sait être idéal. Euh, et il n'y a pas une alimentation, hein. C'est juste des grandes lignes, tu vois. Euh, déjà, on sait de base que le corps, la majorité de ton corps est fabriqué de protéines et la meilleure source de carburant, en termes d'efficacité, hein, j'entends, c'est les lipides. Comment ça se fait que ça soit pas, au moins un des deux, soit pas le dominant dans les recommandations alimentaires? C'est bizarre. Enfin, tu vois, c'est déjà rien que ça, c'est louche, tu vois. Tu te dis, mais je comprends pas. On est fait de protéines et notre manière de stocker l'énergie, c'est les lipides, mais on n'est pas censé manger ni l'un ni l'autre. Je comprends pas. C'est bizarre. Enfin, tu vois. Donc c'est rien que ça, tu vois, c'est un peu étrange. Ouais. Ça interroge, je me vois encore, moi, sur des communications, des publications étant prof d'histoire, où on voyait des affiches sur la consommation du lait, où il fallait absolument prendre du lait, boire du lait. Ça fait débat. Ça pourrait faire même le sujet d'un épisode. On en revient en plus maintenant. On en revient en plus. Moi, j'ai grandi là-dedans. Hein. On était persuadé que les produits laitiers, c'était absolument essentiel. Ouais. Maintenant, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, en fait. Et quand tu dis les lobbies, les industries derrière, on est tout à fait dans ce schéma-là. Ouais. Et tu vois, tu me demandais qu'est-ce qui m'a poussé à changer de carrière. Il faut savoir que moi, j'ai été consultant pour le lobby du lait. D'accord. Entre autres. J'ai travaillé pour Philippe Morris. J'ai travaillé pour... j'ai été externe, hein, j'ai jamais été en interne, mais tu vois, je travaille pour des entreprises en fait qui conseillaient des boîtes comme ça en fait. Et c'est pour ça, lorsque moi j'ai commencé à me poser des questions sur ma santé, sachant que je manipulais en fait ce contenu qu'on diffusait. Alors ça veut pas dire que j'avais accès à quelconque information privilégiée. Hein, c'est juste, je manipulais ce contenu et je me dis mais attends, moi j'ai arrêté de consommer ces trucs-là et ma santé va tellement mieux. Mais à côté, tous les jours, je suis en train de promouvoir ça finalement. Tu vois, tu te poses des questions après, tu fais ah ouais, je vis mal ce que je fais, tu vois. Alors justement, Ben, comment tu présentes ton programme ou tes recommandations, tes propositions peut-être d'accompagnement? On se base sur quoi? Qu'est-ce que tu as dans ton expérience, dans ton parcours? Qu'est-ce que tu as éliminé? Les glucides aujourd'hui, il y en a plus du tout ou très peu? Alors, il y en a, ouais, effectivement, il y en a très peu aujourd'hui. Je m'intéresse majoritairement à les alimentations faibles en glucides. Pas forcément cétogènes, puisque c'est souvent ce que les gens connaissent le plus. Hein. Le cétogène, pour moi, c'est un protocole, en fait. C'est un protocole, une alimentation, on va dire, pour la vie, serait juste plus faible en glucides. Mais ensuite, c'est surtout s'intéresser aux différentes sources d'inflammation en fait qu'on a. Globalement, notre mode de vie moderne génère pas mal d'inflammation. Et ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à notre capital inflammation. C'est-à-dire qu'en fait, selon ce que tu vas consommer, donc tu as des aliments très inflammatoires, on a déjà, je pense que quasiment tout le monde a déjà entendu parler des impacts du gluten, par exemple. C'est quelque chose qui, en grande quantité, peut être très inflammatoire. Donc ça, c'est des choses qu'on cherche à réduire dans son alimentation, si possible même éliminer. Mais également des choses qui sont peut-être un peu moins connues. Ça peut être les huiles végétales. Certaines huiles végétales sont produites avec du coup des solvants qui sont extrêmement toxiques. Alors, ils sont pas sur la liste d'ingrédients parce qu'ils sont utilisés dans le processus de fabrication. Du coup, tu sais jamais quand tu achètes ton huile de colza ou de tournesol avec un solvant. Il y en a qui le sont pas. Il y en a beaucoup qui le sont. Et tu vois, du coup, en fait, tu vas t'intéresser à tous ces petits trucs. Et c'est lorsque tu cumules ça, en fait, tu vas réduire l'inflammation globale du corps. Tu vas chercher à maximiser le repos, donc optimiser le sommeil, mieux dormir, en fait. Et lorsque tu vas mieux dormir, tu vas avoir une meilleure capacité à gérer l'inflammation. On va s'intéresser au traitement. Par exemple, on oublie souvent de dire aux femmes que si elles sont sous contraception et qu'elles prennent la pilule, c'est un traitement médicamenteux qui a un impact non négligeable sur le corps. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans une démarche de santé. C'est pas rien, en fait. Même si ça a été considéré comme sain, le médicament est valide sur le marché, c'est pas rien sur le corps. C'est un effet important. Et il faut le prendre en compte. Donc, en fait, ça crée un déséquilibre hormonal. Donc, du coup, il faut s'intéresser à ça. Il faut aussi s'intéresser, du coup, à la manière dont on s'entraîne. Il y a des gens, en fait, qui vont se faire presque plus de mal avec leur activité physique que de bien. On s'intéresse aussi à l'alcool. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. En fait, c'est pas juste change ton assiette et tout va bien se passer. Tu vois.
il faut regarder un peu l'ensemble parce qu'en plus, on est tous sujets à différentes choses. C'est-à-dire que moi, parce que on va dire, j'ai une surabondance de sucre dans ma vie, je suis très sensible au sucre aujourd'hui. D'autres personnes, beaucoup moins. Ça dépend aussi de ton âge. Si tu as 25 ans, c'est pas pareil que si tu as 45 ans. Tu vois, tu réagis pas du tout. Et pas encore plus si tu as 70. On change pas les choses au même rythme non plus. Tu vois. Si on reste sur l'idée de la pilule, par exemple, une femme qui prend la pilule, justement, on va pas pouvoir adresser sa santé de la même manière qu'une femme qui utilise une autre forme de contraception ou pas du tout. Ou une femme ménopausée, encore plus. Tu vois. Donc, c'est plein de choses qu'il faut regarder différemment. Et en fait, c'est vraiment l'idée on a beaucoup comment dire, on a beaucoup d'éléments, beaucoup d'axes sur lesquels on peut travailler. Et on les regarde un peu dans leur ensemble. Et on essaie de voir donc qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, comment on se sent, et sur quoi on peut travailler. Et quel est l'objectif aussi, parce que quelqu'un va arriver et va dire, en fait, moi j'ai envie de perdre du poids, moi j'ai envie de courir plus vite. Tu vois, enfin, ça peut être des choses comme ça. Donc, ou alors j'ai constamment, je suis tout le temps malade. J'arrête pas de choper des crèves. Ok, on va s'intéresser un petit peu au système immunitaire. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Tu vois, et là, du coup, tu joues sur les différents leviers que tu as. Et bien sûr, tu te bases sur les informations que les gens te donnent, parce que tu sais pas tout, tu vis pas chez eux, tu vois pas toujours tout ce qui se passe, donc tu essaies d'obtenir un max d'informations, d'apprendre à les connaître, et tu cherches à les guider en fait dans cette démarche. Donc tu es plus un guide que vraiment un thérapeute, hein, tu le disais. Moi, j'ai pas tous les diplômes, je sais pas tout. T'es clairement pas en fait, tu n'es pas là pour faire des prescriptions. Tu es là pour vraiment juste les conseiller. C'est-à-dire, en fait, tu vas les aider à la prise de décision. C'est-à-dire si quelqu'un te dit j'en peux plus de tousser, d'accord, tu vas essayer de comprendre pourquoi. Donc, tu vas poser les questions, tu vas essayer d'identifier un petit peu quelle peut être la cause. Et du coup, tu vas vraiment aller chercher un petit peu la petite bête, hein, jusqu'à. J'ai été jusqu'à découvrir que quelqu'un avait des moisissures chez eux. Tu vois, enfin, mais c'est juste à force de poser des questions. C'est qu'on a tourné autour du pot pendant des semaines et j'ai fini par comprendre qu'en fait, il y avait des moisissures à la maison et c'est ça qui crée une inflammation. Et et tu vois, enfin, du coup, effectivement, il fallait résoudre ça, en fait. Mais ça peut être, ok, tu tousses beaucoup, tu as des problèmes respiratoires, ok, tu fumes aujourd'hui. Voici les différentes pistes qui peuvent être intéressantes pour arrêter de fumer. Et c'est bien les différentes pistes. Celle qui te parle le plus, c'est celle que tu vas prendre, en fait. Parce que si tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas envie de le faire. Donc, je peux rien pour toi. Par contre, je peux t'aider à accéder à la ressource. Je peux te conseiller, parce que j'ai un petit peu de vécu sur ces choses-là. Mais c'est pas... faut que toi, tu aies l'envie de le faire. Tu vois. Et parce que ça part de là. Il faut avoir un désir de changement et il faut bien savoir rattacher en fait la problématique au désir de changement de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un va venir te voir et dire j'ai envie de perdre du poids. Peut-être que pour perdre du poids, il faut arrêter de fumer. Tu vois, peut-être. Peut-être qu'on va y venir. Mais au début, tu vas dire ok, perdre du poids, alimentation, peut-être qu'il faut commencer par autre chose. Tu vois. Et est-ce que de ton vécu, tu constates que la perte de poids, justement, n'est pas seulement liée à l'alimentation, mais à d'autres facteurs tels que le mental, le stress et toute cette société qui est parfois un petit peu angoissante. On est pris dans un espèce d'engrenage, on a du mal à en sortir. Est-ce que ça, c'est pas non plus un des leviers sur lesquels on peut jouer? Ah oui, le facteur stress est absolument essentiel. En fait, lorsque tu es soumis à un stress important, déjà de base, ton niveau de cortisol augmente, d'accord? Et donc ça, c'est l'hormone du stress. Lorsque le niveau de cortisol est élevé, en fait, tu passes plutôt, pour simplifier, hein, mais en gros, ton corps se met un peu en mode réserve, c'est-à-dire qu'il se dit, ok, en ce moment, ça va pas. Peut-être qu'il y aura pas à manger demain, parce que ça va pas. Et en général, c'est les principales choses le cerveau est un peu primaire, hein, donc les principales choses qui préoccupent, tu dis, peut-être que demain, il n'y aura pas à bouffer. Du coup, on va peut-être pas, on va éviter de trop cramer. On va peut-être essayer de faire un max de réserve. Et ce qu'on voit, par exemple, lorsqu'on a un lecteur de glycémie, on peut voir qu'en fait, lorsque le taux de cortisol est élevé, la glycémie est également élevée. Et lorsque la glycémie est élevée, en fait, tu produis de l'insuline pour stocker ce glucose que tu génères. Et donc, en fait, tu as tendance à grossir si tu es stressé.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit chez les gens qui travaillent sur les 3-8, parce que c'est quelque chose qui est très stressant sur le corps, ils manquent de sommeil, en général, leurs niveaux de stress sont très élevés. On voit des prises de poids assez importantes. Et là, pour le coup, même s'ils mangeaient super bien, c'est-à-dire que tu pourrais avoir l'alimentation parfaite pour toi, et juste parce que tu as beaucoup de stress dans ta vie, par exemple parce que tu bosses au 3-8, potentiellement tu prendras du poids. Donc tu as tout à fait raison là-dessus. Le stress, c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à combattre. Et c'est pour ça que parfois, limite, on s'en fout un peu de ce que les gens mettent dans leur assiette. Tant qu'ils sont plus à l'aise, il faut qu'ils soient détendus, qu'ils aient un rapport, un rapport non conflictuel à la nourriture. Donc, tu vois, on cherche à trouver plein d'entre-deux pour qu'ils aient ce rapport non conflictuel. Et ben en fait, en étant plus détendus, en étant mieux dans leur peau, potentiellement, ils vont avoir de meilleurs résultats que si tu leur proposes un protocole ultra strict. Alors, j'allais dire mieux dans leur basket, mais en ce qui te concerne, c'est pas le cas parce que tu cours sans basket. Et si on bascule justement sur ta pratique sportive, après justement cette prise de conscience qu'il y avait ce besoin de perdre du poids de ton côté pour pas reproduire peut-être un schéma familial qui a frappé ton papa, comment tu as commencé à courir? Quels ont été Est-ce que tu te rappelles de ta première séance et peut-être de la difficulté qu'elle a engendrée? Alors, je sais pas si c'était la première, mais en tout cas, je me souviens très clairement d'une des premières. Lorsque j'ai vraiment commencé à avoir cette prise de conscience que j'avais pris beaucoup de poids, le déclencheur ayant été une photo de moi torse nu au bord de la piscine, j'ai fait wow. Du coup, j'ai voulu me reprendre en main et je me suis inscrit dans une salle de sport et je suis allé me mettre sur le tapis. Et donc, j'avais une paire de baskets un peu plus basique, hein, rien de particulier. Et puis, je cours sur le tapis. J'arrive à peine à tenir 10 minutes. Enfin, je suis vraiment à bout de souffle. À ce moment-là, je fumais encore. Hein, donc, tu vois, c'était vraiment les tout débuts. Hein. Ouais, j'en ai chié, quoi. Il n'y a pas d'autre manière de présenter le truc. Mais j'ai persévéré un petit peu, c'est quand j'ai commencé à courir en extérieur que j'ai trouvé ça sympa, parce que sur tapis, j'y arrive toujours pas aujourd'hui. Hein. C'est pas pour moi. Je comprends qu'il y a des gens qui fassent ça, mais c'est vraiment juste pas pour moi. Donc, ouais, ma première séance, c'était dans une salle de sport du 16e arrondissement, où je vivais à l'époque. Et ouais, je me souviens d'avoir été dans une salle quasiment vide, d'ailleurs. J'étais presque le seul à ce moment-là. Et à galérer je sais pas ce que je foutais en jogging, d'ailleurs. Il faisait 200 degrés dans la salle. Mais j'avais un peu honte de mon corps, donc je voulais pas trop le montrer. Et de galérer, en fait, sur ce tapis à juste me dire, mais tiens au moins jusqu'à 10 minutes, quoi. Tiens jusqu'à 10 minutes. Et de pas avoir réussi, d'ailleurs. Donc ça, c'est une de mes premières séances. Et ensuite, donc à l'extérieur, tu as dit, hein, j'ai persévéré et j'y ai trouvé du plaisir. Alors, quels ont été ces premiers signes de plaisir? Le fait d'être à l'extérieur, peut-être déjà, c'était un moyen de t'évader de ton boulot très prenant? Et puis même, je suis quelqu'un de très nature. En fait, moi, j'ai grandi un peu avec ça. Donc, le simple fait d'être dehors, en fait, c'était essentiel. Donc, ça me faisait beaucoup de bien. Donc, j'apprécie. Puis, le simple fait d'avoir l'impression d'aller quelque part. Ouais, j'ai commencé à courir de manière assez régulière, sans structure. Hein. Je faisais quelques kilomètres. Je partais courir 30-40 minutes. Ça se passait relativement bien. Mais j'avais quand même pas mal de problèmes. Quand j'ai commencé à monter un peu, on va dire, en puissance, j'ai commencé à avoir des périostites, des douleurs aux genoux, enfin bref, tous les trucs que tout le monde connaît. Hein, c'est bon. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de petites emmerdes comme ça. Et c'est là que on n'arrêtait pas de me vendre des chaussures de plus en plus chères, en fait. Donc, je pense qu'en l'espace de 6 mois, j'ai dû écumer je sais pas combien de paires, parce que de toute façon, je remplaçais par une nouvelle paire et 2-3 jours plus tard, en fait, le problème revenait. Là, tu t'es questionné, tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche, quelle que soit la chaussure, ça marche pas. Donc là, tu as été explorer un autre univers. Ce qui me perturbait un petit peu, c'est qu'à côté, je m'étais mis à la rando. Et en rando, j'avais vraiment l'impression d'être à l'aise, tu vois, enfin, de vraiment bien bouger et tu vois, enfin, d'avoir un très bon rythme avec des grosses charges sur le dos. J'avais pas du tout une chaussure de randonnée, en fait, ça a très peu de choses, ça a quasiment rien à voir avec une basket de course à pied. Mais c'est bizarre quand même, tu vois, enfin, c'est censé
c'est censé être dur, quoi. Et là, pour le coup, je souffre 1000 fois plus sur la course à pied. Et pourtant, j'ai l'impression d'être limite un peu en avance sur les gens, tu vois, en termes de performance physique, en termes de randonnée. Et là, je comprends pas parce que j'ai l'impression que je pourrais même pas faire un 10K, tu vois. Donc, d'ailleurs, je crois que j'avais jamais fait un 10K à ce moment-là. Et, je pense que c'est après ma première course que je me suis vraiment posé des questions. J'étais inscrit je sais pas comment ça s'appelle, le Cross du Figaro. Ouais, c'est ça, oui. J'étais inscrit au Cross du Figaro et j'ai fini ce truc. Donc, j'avais les genoux en vrac, mais vraiment en vrac. Je me suis défoncé les genoux. Je pense que j'étais en gros HS pendant une semaine. J'avais vraiment mal. Hein. Alors, je le savais pas à l'époque, hein, mais clairement, c'était le syndrome de l'essuie-glace. Hein, mais je me suis vraiment flingué les genoux. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et je suis tombé du coup sur un peu par hasard en fait, hein, mais sur un livre de Daniel Lieberman, qui est du coup un chercheur à l'université de Harvard. Pas mal de gens le connaissent parce qu'il est cité dans le livre Born to Run, que j'ai lu plus tard, hein, mais que je connaissais pas à l'époque. Le hasard a voulu que j'ai trouvé son bouquin dans une librairie anglophone, puis que j'ai feuilleté, et je fais tiens, c'est intéressant. Et ça parlait vachement en fait on va faire simple, hein, mais de la course à pied minimaliste. Voilà. Et plutôt, en l'occurrence, ça s'intéressait plutôt à la course à pied pieds nus, parce que c'est un anthropologue, donc il s'intéresse à ça. Et du coup, je me suis dit, putain, il y avait peut-être quelque chose là, tu vois. Enfin, genre, j'ai laissé mûrir un petit peu. Et il s'avère qu'il y avait une boutique à Paris qui vendait ce genre de produit, qui s'appelle Comme Pieds Nus, porte bien son nom. Et du coup, je suis allé les voir et j'ai acheté une paire. Et je me suis dit, écoute, on va essayer. Hein. La meilleure manière de savoir si ça marche, c'est tu le testes. Hein. Donc, j'ai continué à être mon rat de laboratoire. Et je suis allé courir et j'ai fait, c'est marrant, j'ai pas mal. Et quelles ont été tes premières sensations? Parce que de passer de chaussures, tu le disais, tout aussi performantes les unes que les autres, du moins ce que les vendeurs te disaient, hein, c'est cette chaussure qu'il vous faut, c'est celle-ci qui va solutionner vos problèmes. Là, tu es passé directement donc sur des sandales. C'était vraiment Non, les sandales, c'est venu beaucoup plus tard. Là, je me suis intéressé. C'était des chaussures minimalistes. Ouais. Le modèle n'a pas d'importance, mais globalement quelque chose de très très souple, extrêmement fin. On parle de quelques millimètres de semelle. Et effectivement, ça a tout de suite changé mes appuis. En fait, je courais pas du tout de la même manière. Je me suis senti très léger. Tout d'un coup, j'avais le pied léger, malgré la centaine de kilos que je devais déplacer à chaque pas. Mais je me sentais assez léger. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de rebonds. C'était un peu fatigant, mais c'était agréable, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, en vrai, une vraie sensation de légèreté. C'était bizarre, tu sentais vachement le sol et tout. Donc, ça m'a intrigué. Mais il faut voir qu'à l'époque, moi, je courais pas des grosses distances, tu vois. C'est-à-dire que le plus gros que j'avais fait, du coup, c'était le Cross du Figaro. Je crois que c'est 12 km, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Hein. Donc, tu vois, je faisais pas des grosses distances et je les courais pas vite non plus. Donc, du coup, j'avais pas un gros volume. Donc, c'était assez facile pour moi, en fait, de me mettre à ça. C'était pas une grosse charge pour mon corps. J'avais un peu, je sais pas quel âge, 26, 27 ans, tu vois. Enfin, c'était assez accessible, quoi. Le corps en cassé pardonne pas mal à cet âge-là. Et du coup, petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire ça. Et puis, vu que c'était plus confortable et que j'avais plus mal, et qu'en plus, au fur et à mesure que je me documentais, ça validait plus ou moins ce choix, je vais continuer, j'ai aucune raison de faire autre chose. Mais malgré tout, quand je devais aller faire des courses, parce que plus tard, j'ai commencé, au fur et à mesure, tu vois, à vouloir faire des courses un peu plus longues, j'avais pas confiance. Tu vois, j'osais pas. J'osais pas y aller avec mes chaussures minimalistes avec lesquelles j'avais fait tout mon entraînement. Et je ressortais la grosse paire de godasses et à n'y pas louper, à chaque fois, je me faisais mal. À chaque fois. C'est un truc de dingue. Hein. Et du coup, à chaque fois, ça me rappelait que ça marchait pas, en fait. Enfin, pour moi. Après, il y a des gens pour qui ça se passe très bien. Hein. Et comment tu expliques que tu ne voulais pas mettre ces chaussures minimalistes? Parce que de l'extérieur, une chaussure, ça ressemble à une chaussure. Tu avais peur d'être pointé du doigt en disant il n'a pas la même paire de chaussures que les autres? Non, pas du tout. Non, parce que ça se voit quasiment pas en plus. Mais ça se voit si tu as l'habitude. Mais non, c'est vraiment juste. On m'avait tellement rabâché. Dans les marques pour lesquelles j'ai bossé, j'ai aussi bossé pour Nike et Adidas. Hein. Bref, on m'a tellement rabâché le crâne que c'était grâce à ça que tu courais bien, en fait. Tu l'as tellement entendu, même si tu es convaincu que c'est pas la seule version,
En fait, tu l'as tellement entendu que tu finis par penser que c'est vrai, tu vois. Et du coup, tu as du mal à te convaincre toi-même qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, lorsque tu es face à une course, à une distance, peut-être que tu ne maîtrises pas. En l'occurrence, je sais que moi, c'était pour le semi-marathon. Euh, Tu vois, j'avais peur. J'avais peur de la distance. Et du coup, parce que j'avais peur, je suis allé dans ma zone de confort, tu vois. Et zone de confort, je me suis dit, ça, on m'a toujours dit que c'était bien, je vais mettre ça. Et tu sais quoi? J'ai eu super mal aux pieds. J'ai souffert de ouf et je l'ai plus jamais refait. Donc, ça t'a servi de leçon quand même. Tu as appris de cette erreur. Ouais. Oui. Ça a été les dernières fois. Mais tu vois, ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que j'arrive vraiment à me convaincre que c'était la voie à suivre pour moi, quoi. Et donc après, tu as franchi encore une étape supplémentaire. Donc tu as été jusqu'au marathon, il me semble. 2017, c'était ton marathon. Comment tu l'as vécu? Avec quelles chaussures alors, cette fois-ci? Alors, en fait, je suis resté longtemps en fait sur le semi. Je suis dû refaire 3 ans d'affilée, je faisais des semi. Et puis un jour, je me suis dit, bon, on va voir ça. On va voir ce que ça donne au-delà, quoi. Et alors, si je me souviens bien, j'avais une paire de Merrell. Il me semble que c'était ça. Et écoute, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai fini ma course en assez bon état, sachant que j'avais fait une grosse chute de skateboard la semaine d'avant et je m'étais vraiment bien flingué. Du coup, ça avait tiré un peu à cet endroit-là, mais sinon, en dehors de ça, aucun problème. C'est passé comme une lettre à la poste. Après, ça faisait des années que j'étais prêt, en fait. C'est juste que j'avais jamais cherché à franchir le pas. Et du coup, mais j'ai vraiment pris goût au truc, quoi. La sensation grisante de passer la ligne d'arrivée. Enfin, on peut vraiment dire que ça a changé ma vie, tu vois. Enfin, cette espèce d'adrénaline, en fait, ou je sais pas comment on l'appelle, cette euphorie, en fait, de la ligne d'arrivée, que j'avais vraiment pas ressenti avec les SMI. Hein. Ça m'avait pas du tout fait ça. Et là, pour le coup, je l'ai vraiment eu. Je l'ai eu, mais genre plein fouet, quoi. Tu vois, j'avais les larmes aux yeux, j'en pouvais plus. Enfin, et c'était même pas la fatigue physique, en fait, c'était juste l'émotion, quoi. Et du coup, j'avais envie de recommencer tout de suite. En fait, j'ai envie de recommencer tout de suite. Et je me suis inscrit pour un autre marathon, mais un peu différent, le marathon de la Jungfrau, donc qui est un marathon de montagne avec 2300 mètres de dénivelé. Je me rendais pas compte, hein. Bien sûr, hein, j'ai aucune idée de ce que c'était, hein. J'ai aucune compréhension. Entre-temps, j'ai fait une course de 100 km, mais marché. Donc, tu vois, mais du coup, j'avais franchi un peu des étapes d'endurance. Ça aussi, ça m'avait vachement marqué. Je me suis rendu compte que, putain, c'est un truc de dingue. En fait, tu peux aller au-delà de la fatigue, tu vois. Enfin, ça a été crescendo, en fait, sur une année. J'ai fait mon premier marathon. J'ai fait un 100 km, du coup, rando, mais sur 30 heures, tu vois. Donc, c'est quand même, t'as des composantes de l'ultra qui sont déjà là, en fait. J'ai fait mon premier marathon de montagne qui s'est vachement bien passé malgré une météo apocalyptique. J'ai fait une belle hypothermie en arrivant, tu vois. Et cet hiver, l'hiver même qui a suivi, j'ai fait la Saint-Élion. Donc, tu vois, ça a été quand même une grosse année. Une année bien chargée, là, avec quand même du progressif, mais tu avais passé un cap que tu n'avais pas connu avec le SMI, hein, tu le disais. Le plaisir n'était pas forcément présent sur ces 21 km, mais là, au-delà, tu as vraiment trouvé ta distance, tes allures et un terrain de jeu. On revient à la nature. Là, le premier marathon, c'était le bitume. Et là, tu as basculé vraiment dans ce côté trail et grands espaces. C'est ça, en fait. J'ai vraiment été pris là-dessus. L'année d'avant, j'avais fait mon premier trail, d'ailleurs, sur l'île de Porquerolles. Mais ça a été un peu le déclencheur, quoi, tu vois. Tout de suite, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, quoi. Et vraiment intéressé par le format de l'ultra. Déjà parce que je suis pas très rapide. Et du coup... tu vois, c'est un peu bizarre de se dire, je suis parti sur mon premier marathon, je l'ai fait en quoi, 4h30, un truc comme ça. Et je me disais, putain, plus de 2 fois le temps des premiers, tu vois, il y a de la marge. Il y a de la marge de progression et tu vois, tu te rends compte que c'est quand même des épreuves qui sont très rapides. Et un peu intenses, tu vois, j'avais pas ça dans la banque et du coup, enfin, dans la banque, excuse-moi, je fais un anglicisme. J'avais pas clairement pas ce genre d'entraînement, tu vois.
Et du coup, ouais, sur les distances plus longues, le rythme était un peu plus posé, tu vois, et c'était plus dans mes cordes aussi, donc ça correspondait plus à mon profil de coureur. Et donc aujourd'hui, tu as basculé complètement vers le trail ou tu fais quand même encore un petit peu parfois de course sur route, où tu croises un petit peu de bitume? Je vis à Paris, donc déjà, oui, je fais du bitume. Du bitume, j'en vois toute l'année, mais je prends quand même plaisir de temps en temps. Jusqu'ici, j'ai essayé d'en faire au moins un par an, quand c'était possible, bien sûr. Au moins une fois par an, je fais un ou deux marathons. Hein, mais je prends plaisir quand même à faire ça. Je pense que c'est un exercice intéressant. Mais ouais, mon centre d'intérêt, c'est le trail de très loin. J'aime les grands espaces, j'aime être dans la nature. Hein. Enfin, pour preuve étant, je vais déménager à Vancouver pour être plus proche de la nature. Donc, tu vois, enfin, c'est voilà, dans mes projets de vie, tu vois, de retourner au Canada. Donc ouais, c'est quand même assez important pour moi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, c'est ultra sur ultra. Et je fais quasiment que ça. Mais bon, ça m'empêche pas de faire des marathons de temps en temps, quoi. Alors, tu le disais, hein, cette découverte de l'ultra t'a permis d'aller au-delà de ce que tu pensais être acceptable, on va dire, par ton corps. Mm. Sur le plan de l'alimentation, comment tu gères sur ces très longues distances? Pas de glucides, vu que tu es, on va dire, sur une consommation relativement restreinte. Je voyais que tu Mm. préférais finalement prendre un œuf dur que des glucides. C'est vrai, ça? Ouais. C'est un peu plus compliqué que ça en fait. Globalement, c'est pas de glucides, c'est peu de glucides. C'est ça en fait qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que avec la fatigue en fait, ça devient intéressant, mais on est vraiment sur des quantités négligeables. C'est-à-dire que pour donner une idée, c'est parce que là pour le coup j'ai les quantités. Euh, j'ai fait du coup le record du GR49 tout récemment là, il y a un mois maintenant. Et sur la totalité de l'épreuve, je crois que j'ai consommé 4 quatre pochons de compote. D'accord, et c'est de la compote un peu plus basique, hein, c'est genre du Super U. Hein. Ouais. Donc 4 ou 5 pochons de compote. Et à un moment, je crois que j'ai pris quelques bonbons, mais peut-être genre 2, 3. Tu vois, et ça, c'est sur la totalité de l'épreuve. Hein. Donc on est sur 108 km avec, je sais plus, 4300 de dénivelé, un truc comme ça. Donc 20 heures à peu près d'épreuve. Tu vois. Donc, c'est pas de glucides, mais c'est essentiellement rien du tout. Enfin, par rapport à ce que beaucoup de gens peuvent ingérer, c'est vrai que c'est rien. Et à côté, par contre, c'est beaucoup de bouillon. Le bouillon, c'est pour l'hydratation et le sodium, mais également l'apport en gras. Et du coup, en termes d'alimentation solide, je me suis principalement tourné vers du Olifat. Donc, Olifat, c'est une petite boîte lilloise qui fait des produits de nutrition très très faibles en glucides, voire sans glucides, sur des bases de noix. Donc, on est plutôt sur quelque chose de lipidique avec un petit apport en protéines, quoi. Et du coup, c'était vraiment ce mix-là, quoi. Donc, tu vois, tu manges en fait des protéines et des lipides à la place en termes d'apport calorique. Et lorsque tu es vraiment sur des phases un peu intenses, bah là, du coup, tu peux te tourner vers les sources de glucides comme complément. C'est le petit côté réconfort, un petit bonbon pour repartir ou pas forcément? Tu dis sur des phases intenses. Non, Ouais. c'est vraiment fonctionnel, en fait. C'est lorsque tu fais, en gros, le taux d'oxydation de sucre, enfin de glucides et de lipides, en fait, il évolue selon l'intensité de l'effort, d'accord? Moins l'effort est intense, plus tu brûles de lipides. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, hein. Entraîné ou pas, c'est juste le niveau de croisement, en fait, évolue avec l'entraînement. Mais quand tu te balades à pied, tu brûles majoritairement des glucides. Et quand tu sprintes, d'accord, genre tu fais un 100 mètres, tu brûles majoritairement des glucides. D'accord? En gros, tes réserves, quoi. Mais, euh, mais lorsque tu es sur des efforts très longs, donc tu brûles plus des lipides, mais tu brûles quand même un peu de glucides. Par contre, plus tu vas fatiguer, plus l'intensité en fait va augmenter, même si tu es au même rythme, c'est-à-dire que tu irais à la même vitesse. Imaginons un 100 km route, d'accord, ou même 200, 300, peu importe. Tu vois, enfin, tu cours pendant de longues distances sur route. Et ben plus le temps va passer, même si tu es à la même allure, bah, plus l'intensité de l'effort va augmenter parce qu'il y aura le cumul de fatigue. Et donc en fait, tu vas commencer à brûler des glucides, même si tu es resté dans cette zone 2 où normalement tu brûlais quasiment rien. Et donc, à un moment ou à un autre, donc ton corps sait refaire un peu le plein. Hein. Mais peut-être que tu vas excéder sa capacité, surtout si, bah, typiquement, il y a des gros dénivelés, des conneries comme ça, tu vois. Enfin, ça vient très vite compliquer un peu les choses. Et donc, avoir un apport devient intéressant, en fait.
D'accord. Et puis si en plus du coup tu fais un truc un peu à fond la caisse, ouais, forcément tu vas finir par cramer les glucides. Par contre, l'idée c'est que plus tu auras entraîné ton seuil d'oxydation du coup des lipides à aller loin en fait dans l'effort, moins tu auras besoin de glucides. Et donc l'idée c'est que c'est plus facile à digérer. Et tout ça, c'est des expérimentations. Enfin, tu as testé sur différentes courses des stratégies d'alimentation et nutritionnelle. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelques petits pépins, désagréments sur des longues courses parce que l'alimentation ne cadrait peut-être pas avec ce que tu avais prévu, ou globalement, tu as été de bonne surprise en bonne surprise? C'est un apprentissage perpétuel en fait, parce que déjà, j'expérimente quasiment quelque chose de nouveau à chaque fois. Maintenant, c'est de plus en plus rodé, je pense. Donc en fait, il y a de moins en moins de place pour la mauvaise surprise. Mais ça n'empêche rien en fait. Il y a quand même une expérimentation en fait à chaque fois. Tu essaies de comprendre un petit peu. En fait, il faut voir qu'on manque vachement de données aujourd'hui sur la pratique sportive en l'absence d'une surconsommation. Et j'insiste sur le mot surconsommation. C'est vraiment, on est sur des quantités parfois irréelles, tu vois. Enfin, les gens en sont à s'entraîner à manger le plus de sucre possible. Ils entraînent leur estomac, tu vois. Enfin, c'est parce que il y a une limite en fait, il y a un vrai plafond que tu peux légèrement faire bouger si tu entraînes ton estomac, mais il y a quand même des limites, quoi. Et plutôt que d'essayer de faire en sorte d'avoir moins besoin d'atteindre cette limite, hein, on cherche toujours à repousser la limite encore et encore et encore. Donc il faut, enfin, je sais pas, j'ai jamais vraiment fait le calcul de ce que je consommerais par heure, mais c'est vraiment juste une fraction de ce que font la plupart des gens. Donc déjà, on manque de données là-dessus. Il y en a, hein, il y en a beaucoup, mais il y en a, comparativement parlant, il n'y a pas grand-chose. Tu vois. Donc forcément, tu es un peu obligé d'expérimenter sur toi, sachant que la plupart des études elles vont être faites avec des sportifs qui ont été sportifs toute leur vie et qui n'ont pas fait un petit détour par l'obésité. D'accord. Donc, on a peu de données pour des gens comme moi. Donc, ma réaction vis-à-vis des glucides n'est pas la même que un athlète qui a toujours été un athlète, en fait. Donc, tu vois, tu es obligé d'apprendre un peu à faire ton propre truc. Et c'est là qu'on est tous différents, quoi. Il n'y a pas une réponse pour tout le monde, quoi. Est-ce que ton corps t'a surpris dans peut-être ses réactions par rapport à une distance que tu ne pensais pas pouvoir atteindre, par rapport à une situation de fatigue, où malgré l'alimentation, tu as quand même réussi à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il te fait ce genre de cadeau malgré des expérimentations? C'est pas recommandé. On dit souvent, faut pas tester, ou il n'y a pas de stratégie à mettre en place sur une course. On dit, il faut que ce soit rodé bien en amont. Toi, tu tentes et tu expérimentes quand même sur des courses. Je suis un peu obligé, en fait. Parce que, en vrai, sur mon entraînement, en fait, j'ai pas vraiment faim du tout. J'essaie d'avoir au moins tout ce que je vais essayer, en fait. En fait, là, c'est la stratégie que je vais tester, c'est pas les aliments. D'accord. Mais là, j'aurais testé tous les aliments, en fait, en amont. Mais alors, je fais pas des entraînements. Mes entraînements, ils sont pas si longs que ça, tu vois. Enfin, ils vont peut-être faire 30 bornes. Je peux faire un 40 km à l'entraînement, mais je ferai pas beaucoup plus. Je veux dire, tu vas pas aller faire un 100 km pour te préparer pour ton. Enfin, si en soi, je l'ai déjà fait, mais pas. Bref, tu ne feras pas systématiquement un 100 km pour être préparé pour ton 100 miles, tu vois. Et donc, tu vois, il y a aussi, faut aussi regarder les choses comme ça, quoi. Il faut pouvoir avoir un parcours qui va être représentatif. Enfin, tu vois, c'est trop compliqué de reproduire vraiment pour quelqu'un comme moi, hein, c'est pas mon métier, tu vois. Donc, reproduire vraiment ça sur mon entraînement. Donc, sur mon entraînement, je suis quasiment tout le temps à jeun, en fait, parce que j'ai pas faim, en fait. J'ai pas. Et d'ailleurs, de plus en plus, je me rends compte que même en course, je mange un peu moins, tu vois. Mais plus le corps devient efficace, en fait, moins tu as besoin de lui apporter de ressources. Puis on va dire qu'il me reste encore des réserves. Donc c'est pas comme si j'allais me retrouver complètement à court d'énergie, quoi. Par contre, après, ouais, l'intensité, ça va être difficile de maintenir un certain rythme, tu vois. Quand tu peux quand même faire une hypoglycémie, même quand tu as cet entraînement, c'est possible. Mais faut pousser quand même. Faut vraiment y aller. Mais tu en reviens facilement, par contre.
Tu te connais de mieux en mieux finalement au fur et à mesure de tes années d'expérience et de course. Et tu es allé jusqu'à l'expérimentation non plus des chaussures, mais de sandales. Aujourd'hui, est-ce que tu te rappelles la dernière paire de chaussures que tu as achetée? Dis bien paire de chaussures de running, parce qu'au quotidien, tu dois quand même peut-être mettre des chaussures pour aller travailler, ou là aussi tu es en sandales? De moins en moins, mais j'en ai encore. Alors, acheter, ça remonte à un moment parce que ah non, si, j'en suis sûr. Bah écoute, ma dernière paire, en fait, ça remonte pas à si longtemps que ça, en vrai, parce que ça fait quoi? Maintenant, ça fait 3 ans que je cours quasi majoritairement en sandales, mais enfin, je suis dans une expérimentation constante, et puis je suis pas prêt de m'arrêter, hein, mais j'avais acheté une paire de Innovate. J'avais pris les Innovate, c'était quoi les Terra Ultra G370. Ça, c'était mon dernier achat. Je cherchais, du coup, je voulais voir si je pouvais trouver une chaussure qui avait quand même un petit peu, qui avait une bonne protection, qui était assez ferme, et ça m'intéressait, j'avais envie de les expérimenter. J'en étais assez content au début, et ensuite, je me suis fait une entorse à la cheville, et en fait, j'ai plus jamais remis de chaussures depuis. Voilà. Alors, cette découverte des sandales, Ben, comment tu es tombé dessus? C'est dans ce processus Born to Run, donc on revient à quelque chose d'une foulée très naturelle, avec très peu finalement d'emprise entre le sol et le pied. Comment tu les as découverts, cette première paire? En fait, donc il faut bien situer que à ce moment-là, même si j'ai des chaussures de trail type Altra, tu vois, les modèles en général les plus fins de chez Altra, hein. Donc, lorsque je parle d'Altra, je parle pas de la Olympus, hein, moi je parle de la supérieure. Et je trouvais déjà ça un peu épais. Donc, même si je courais majoritairement avec des chaussures minimalistes, donc j'avais des Vivo Barefoot, des choses comme ça, enfin des chaussures très très fines. Et lorsque je faisais des plus longues distances, bah, du coup là j'utilisais des choses comme Altra, Topo, donc des chaussures zéro drop avec du coup des chaussons assez larges à l'avant. J'avais un gros problème avec ces chaussures, c'est qu'en fait, au bout de quelques centaines de kilomètres, moi, je les ouvrais comme des sandwichs, mais vraiment, c'était n'importe quoi. Il y a une paire que j'ai cramée en moins de 100 kilomètres. La plupart ne tenaient pas 300. Quand on considère, c'est pas les chaussures les plus chères du marché, hein, mais quand tu considères le prix des chaussures, ça fait quand même cher le kilomètre. Et du coup, bah, c'est devenu en fait une espèce de quête perpétuelle pour trouver des chaussures plus robustes et qui en plus correspondaient à mes désirs, tu vois. Enfin, et plus je montais sur la distance, en plus sur des choses parfois assez techniques, j'avais besoin de protection et j'avais besoin d'une chaussure qui allait pas me lâcher à mi-parcours en fait. Si ta paire de chaussures elle fait 300 km et que tu prépares un 100 miles, bah, t'as intérêt à venir avec une chaussure neuve le jour de la course parce que t'es pas sûr qu'elle va tenir jusqu'au bout. Tu vois, enfin, c'était compliqué, tu vois, et c'était tout le temps un problème. Et du coup, pas tant pour courir, mais plus comme ça, quoi. Je me suis dit, tiens, je vais m'offrir une paire de Luna sandales, tu vois, donc, sont les fameuses sandales qui sont citées dans le livre Born to Run, enfin, qui viennent de là, en fait, le fondateur de la marque est un des protagonistes de Born to Run. Et je me suis acheté une paire et je me suis dit, putain, c'est pas mal, en fait, c'est rigolo, tu vois. Et puis j'ai couru un peu avec, je trouvais ça cool, quoi. C'était un peu compliqué, j'avais pas mais j'y ai pas pensé plus que ça. Et c'est juste que je suis allé m'inscrire à une course et puis à un moment je me suis dit hey, si je le faisais en sandales. Et puis au début je trouvais ça très drôle, hein. Et en fait du coup je courais un peu avec, je me dis mais en fait c'est peut-être pas une idée complètement con parce que ça a l'air de résoudre pas mal de problèmes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait je trouvais la protection que je voulais, c'était robuste, ça tenait, je me suis dit pourquoi pas, quoi, tu vois. Il s'avère que le modèle que j'avais était vraiment pas adapté à la pluie que j'ai eu le jour de la course. D'ailleurs, j'ai bien douillé à cause de ça. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire, tu vois. Et j'ai vraiment commencé ma transition là-dessus parce que je me suis rendu compte que, bah, moi du coup, j'ai un pied assez large, hein. Et puis en plus, je fais pas une petite pointure, hein. Je fais un 47. Je fais un 47 extra large, quoi, si tu veux. Donc, j'avais enfin, en fait, quelque chose où je pouvais trouver ma taille, où je pouvais en plus trouver ma largeur de pied.
D'ailleurs, grâce à la plante à sandales avec qui je travaille aujourd'hui, moi, je fais même mes sandales sur mesure, hein, pour vraiment avoir la bonne largeur. Et du coup, j'avais le zéro drop. J'avais la protection que je voulais pour des sentiers assez techniques, hein, et sur longue distance, parce que sur du court, en fait, je m'en fous. Tu peux me donner une petite crêpe sous le pied, ça ira, tu vois. C'est vraiment quand tu arrives sur ces longues distances, en fait, où tu commences vraiment à avoir le pied de plus en plus sensible. Et du coup, ouais, j'avais cette résistance, en fait, le truc était incroyable, quoi. Donc, je pouvais faire des milliers de kilomètres avec avant qu'elle soit flinguée. Et en plus, ça coûtait moins cher que la chaussure de base. Tu parles de ce côté protection de la sandale, mais le pied, il est à l'air libre. Alors, où est la protection? La protection, c'est en dessous du pied. Parce qu'en fait, en soi, il faut se dire que le mesh de ta chaussure, le pare-pierre à l'avant, lui, il va te protéger, hein, si tu butes dans un truc. Hein. Mais le mesh de ta chaussure, donc en fait, tout le tissu, il protège quasiment rien. Je veux dire, et fais le test. Hein. T'enfiles tes chaussures de trail, tu vas mettre un gros coup de pied en dehors du pare-pierre sur n'importe quoi, on va dire un coin de mur, ça va faire mal. C'est pareil avec les sandales, hein, parce que ça protège finalement pas beaucoup plus. Mais c'est vraiment la protection sous le pied. Et ça, c'est assez important. Et là, tu as des histoires de gabarit qui rentrent en compte. Hein, d'accord. Donc, je fais à peu près, je me pèse plus trop, mais je fais à peu près 90 kilos. D'accord. Je fais à peu près 90 kilos. 90 kilos, en fait, sur une chaussure conventionnelle, je la ratatine assez vite, en fait. Tu vois, donc, cette mousse qui était censée me protéger, très vite, elle se tasse. Et donc, elle me protège plus des masses. Donc, ça, c'est un peu un problème. L'avantage des sandales, c'est que tu as généralement des densités en fait bien plus élevées parce qu'il n'y a pas cette recherche de l'amorti. Et donc tu as des matériaux qui sont beaucoup plus denses et qui encaissent en fait beaucoup mieux les cailloux et autres joyeusetés que tu peux avoir sur le chemin. Donc en termes de protection au niveau de la semelle, en général, c'est supérieur. D'accord, sans avoir besoin de rajouter un pare-pierre ni truc. Enfin, tu vois. Donc tu restes sur quelque chose de très léger, mais avec une protection qui est souvent supérieure à ce que tu vas avoir sur une chaussure. Parce que tu as moins de matériaux, vu qu'il est plus dense, tu as moins d'air dedans. D'accord. Donc, c'est pas mal pour ça. Et puis, après, on me demande souvent si je me tape les orteils, tu sais, contre des trucs. En fait, est-ce que tu as des ongles noirs ou pas? Jamais. Jamais. Il y a même des gens qui sont jaloux de mes pieds à la fin des courses. Ce qui se passe, en fait, c'est que si la sandale à ta taille, en fait, tu as un petit peu de marge, en fait, entre le bout de ton pied et le bout de la sandale. Et en fait, si ton pied est bien sanglé dedans, en fait, il bouge pas. Donc, ça m'arrive hein, parfois de buter dans un truc, tu cognes dedans, mais en fait, c'est la sandale qui prend tout. Hein. L'orteil, il touche jamais. Alors, non pas que je sois complètement à l'abri des blessures, attention, hein, je me fais des petites égratignures de temps en temps, enfin, tu vois. Assez récemment, je me suis pris un bâton dans l'orteil, ça m'a fait une égratignure, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas la fin du monde, c'est juste une égratignure, c'est pas non plus. Tu vois, enfin. T'es pas à l'abri des blessures, t'es pas 100% protégé, mais globalement, c'est bien moins un risque que ce que les gens penseraient. Hein. Mais tu parlais de transition tout à l'heure. C'est vraiment un temps long que tu as mis pour t'adapter à ces nouveaux pneus, à ces sandales que tu utilises maintenant au quotidien. Combien de temps ça t'a pris avec quelle progressivité? Je sais pas si je pourrais vraiment le quantifier. Enfin, il y a un apprentissage. Tes appuis se font pas de la même manière, en fait. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que ça s'est appris sur quelques mois, quoi. Tu vois, enfin, il n'y a pas eu un effort conscient de le faire. C'est juste, tu t'apprends un nouvel outil. C'est comme tu enfiles une nouvelle chaussure, un modèle un peu différent. Bah, t'apprends un peu à avoir les appuis qui vont avec, tu vois. Et puis chaque modèle en fait même je change de paire de sandales, il y a un truc à apprendre quoi, tu vois, ça accroche pas de la même manière, c'est moins épais, plus souple, enfin tu vois, il y a toujours un truc à apprendre, tu vois, toute chaussure, toute sandale finalement va avoir un temps d'apprentissage, mais le passer de la chaussure à la sandale, ouais, il y a un temps d'apprentissage. Donc moi j'utilise des modèles qui donc certains connaîtront sous la terminologie de Huaraches, donc cette idée où tu as une sangle au milieu du gros orteil, là, tu vois. Ça fait pas mal cette sangle, parce que moi je vois, là j'ai sorti mes claquettes qui me permettent d'aller à la plage. Ouais. Bon, c'est pas la même chose, mais je pense que si je devais marcher pendant des kilomètres comme tu peux le faire, il y a un terme de
peut-être de frottement qui va survenir. Là, tu le constates pas. Il y a clairement un frottement au début. C'est normal parce qu'en fait, tu as une peau qui n'a jamais été au contact de quoi que ce soit, de ta vie. C'est-à-dire que c'est la peau la plus neuve que tu aies, quoi. Il n'y a jamais rien qui a frotté à cet endroit-là, à part peut-être ta paire de tongs. 15 jours dans l'année, quoi. 15 jours dans l'année, quoi. Donc, effectivement, tu as une peau de bébé, quoi. Mais donc, au début, il y a quand même un petit temps d'adaptation. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de crème anti-frottement au début. Tu vois, enfin, quand j'ai démarré, c'est ce que je faisais, quoi. Et puis, en fait, la peau s'adapte assez rapidement parce qu'il y a peu de friction, hein. Il y en a un petit peu, mais c'est très, très faible. Donc, t'as pas besoin, en fait, d'une grosse adaptation, mais il faut quand même le temps que la peau se fasse. C'est assez mineur, hein. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que si tu as des frottements, c'est potentiellement que ta sandale est juste mal réglée. Ça devrait pas bouger, en fait, normalement, à cet endroit-là, ou très peu. Donc, c'est aussi ça. Après, moi, je porte beaucoup de sandales maintenant, donc je mets plus du tout de crème anti-frottement depuis belle lurette. Je le fais plus par précaution le jour des compètes, mais même là, j'oublie assez souvent sans la moindre conséquence. Pas de traitement particulier pour tes pieds, pas d'ampoule qui serait survenue. Le pied, tu dis, est protégé sous ta voûte plantaire est intacte. Ça peut m'arriver d'avoir des ampoules, mais en fait, c'est juste le cumul en fait des kilomètres, hein. Mais c'est ces ampoules assez mineures parce qu'en fait, tu développes un petit peu la corne sous le pied. Et en fait, ce qu'il faut comprendre quand t'as pas mal de cornes sous le pied, en fait, c'est que tu peux. Alors, on ne parle pas de gros pavés, hein, c'est pas que. Mais tu sens que le pied est un peu tanné, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça reste très souple, hein. Je pense que j'avais limite plus de cornes quand je faisais de la rando à l'époque, mais du coup, tu peux faire en fait une petite ampoule, mais elle est assez superficielle parce qu'en fait, elle est sur les premières couches de peau. Et c'est juste en fait un cumul d'humidité, il y a un peu de frottement. Enfin, c'est sur des grosses courses quand tu te retrouves à faire plus de centaines de bornes, c'est vite arrivé, quoi. Et du coup, tu peux avoir des petites ampoules assez superficielles, mais c'est le genre de truc, tu pourrais les percer à repartir. Enfin, c'est rien, quoi. Parce que t'as pas de gros développement d'humidité, en fait. Vu que on peut difficilement faire mieux ventiler. Il faut pas se mentir, hein. Euh, Globalement, ça sèche assez bien. Donc, en fait, t'as moins cette humidité qui stagne dans la chaussure. Tu vois, typiquement, dans les chaussures, t'as souvent ça, tu vois, t'as un cumul d'humidité. T'as moins de zones de frottement aussi. Donc, qui dit moins de zones de frottement, dit moins de risque d'ampoule. Enfin, tu vois, t'as moins d'humidité et moins de frottement. Donc, en fait, t'es moins sujet aux ampoules. Ça veut pas dire que tu peux pas en avoir. Attention. Mais on est sur l'ordre du mineur, quoi. Mais des ongles noirs et puis un talon endolori par une grosse ampoule qui empêcherait le coureur d'avancer, ça, tu connais pas avec la sandale. Je connais pas. La dernière fois que j'ai perdu un ongle, c'était avec des chaussures. Voilà. Et depuis, ça m'est plus arrivé. Tu disais, Ben, en termes de réglage, donc il y a finalement cette sangle qui est présente entre le gros orteil et le reste donc de l'avant-pied. Ensuite, comment elle est maintenue sur le pied? Ouais. En fait, sans même montrer le modèle, en fait, il faut se dire qu'on a vraiment 3 points d'attache, en fait. À la semelle, d'accord, tu as 3 points d'attache. Donc, tu as entre les orteils et ensuite, tu as sur les côtés du pied. Si tu regardes sur ta chaussure, tu verras que en général, tes lacets, en fait, ils sont ancrés sur les côtés du pied, en réalité. Sur beaucoup de modèles, d'ailleurs, il y a même, on peut même voir parfois des renforts en plastique. En fait, c'est essentiellement ancré au même endroit, en fait. Mais vu qu'à l'avant, t'as pas le mesh pour empêcher le pied de faire ça par rapport à la semelle, bah, du coup, là, on met un lacet en plus. D'accord. Donc, tu as vraiment, sur les côtés du pied, en fait, tu as 2 points d'attache et entre les orteils, tu en as un. Et du coup, la sangle va passer derrière ta cheville, c'est là la grosse différence avec une paire de tongs. Et donc, ton pied est complètement maintenu, en fait. Et si c'est bien réglé, ton pied devrait pas bouger du tout, en fait. Il est appuyé contre la sangle entre les orteils et maintenu à l'arrière. Et donc, tu as finalement les mêmes points de pression ou la même nature d'attache, en fait, que ce que tu aurais sur une chaussure. De toute façon, on n'a rien inventé. Hein, il n'y a pas de système magique. Mais par rapport à une paire de tongs, parce que souvent, c'est ce qu'on a comme référence, en fait, comme sandale, on a l'habitude d'avoir pas mal de tongs, mais en fait, tu n'as pas du tout besoin de retenir la semelle avec tes orteils.
Donc tu peux vraiment avoir les orteils détendus parce que ça peut être assez fatigant en fait. Hein, de crisper l'avant du pied avec les. Ouais, d'accord. Je vois donc, ce que tu veux ça dire. bouge pas du tout en fait. Et la sandale en fait va plier avec ton pied. Donc au fur et à mesure que ton pied fléchit, tu vois, et ton pied bouge, bah, la sandale suit le mouvement en fait. Et en termes de fatigue, tu disais tout à l'heure avoir connu une entorse avec une paire de chaussures. Là, quand la distance s'allonge, que la vigilance baisse un petit peu, pas de difficulté. Est-ce que justement le fait que tu sois au contact presque du sol, ça ne nécessite pas une vigilance supplémentaire, d'où peut-être la réduction des blessures avec ce type de semelles et de sandales? Alors c'est pas con ce que tu dis, mais en fait c'est un petit peu différent. C'est pas exactement ça. En fait, oui, tu développes une certaine vigilance. En fait, tu prends l'habitude de regarder où tu mets tes pieds. Déjà, tes appuis sont assez différents parce que tu as tendance à avoir une foulée médio-pied. Parlons pas d'avant-pied. Hein. Enfin, c'est plutôt ta foulée de base, elle est plutôt médio-pied sur du plat bien lisse, d'accord. Parce qu'après, ta foulée peut être talon, avant-pied, selon les situations. Mais on va dire sur du plat bien lisse, tu as plutôt une foulée médio-pied. Mais tu prends quand même l'habitude de regarder un peu parce que bah, de toute façon, parce que tu sens le sol quand même un petit peu en dessous de toi. Et aussi parce que bah, ça conditionne un peu tes appuis, donc tu as des foulées plus courtes, donc tu as vachement plus le temps d'anticiper. Donc oui, tu es plus attentif, mais c'est pas tant ça qui joue. C'est plutôt le fait que tu es, comment dire, tu es très près du sol. Et donc, si tu devais glisser, en gros, si tu devais glisser de ta sandale, ce qui est en soi, tu peux pas vraiment parce que ton pied est trop maintenu, mais en gros, si tu devais marcher sur un truc qui fait basculer ta cheville, bah, en fait, tu tombes de vachement moins haut. Et alors que si tu étais sur une plateforme plus élevée, bah, tu tomberais de beaucoup plus haut. Et donc, l'angle que pourrait atteindre ta cheville serait beaucoup plus élevé. Et surtout, il arriverait très vite, avant que tu puisses reprendre le contrôle dessus. Là, vu que tu es plus bas, en fait, tu tombes d'une toute petite plateforme qui fait quelques millimètres. Je crois que ma paire la plus épaisse, ça fait fait même pas 1 centimètre d'épaisseur. Et en fait, tu tombes tellement de pas haut que c'est difficile, en fait, c'est pas impossible, mais c'est vachement plus difficile de se tordre la cheville. Et c'est comme ça que je m'étais fait avoir, du coup, avec ma fameuse dernière paire de chaussures. C'est qu'elle était un peu plus haute, elle faisait genre 2 centimètres. Mais surtout que j'étais sur une plateforme qui était plus étroite. Et en fait, j'ai pu basculer de cette plateforme. Et lorsque ma cheville est sortie de la plateforme, bah là, je suis tombé, en fait. Et j'avais pas de moyen de reprendre le contrôle là-dessus. Et ça a fait un gros crack. Tu vois, donc, avec la sandale, tu es sur une plateforme qui est déjà large. Donc, globalement, une chaussure plus large, tu auras moins ce problème. D'accord. Mais plus elle sera basse, bah, moins cette chute, dès lors que tu quitteras la plateforme, sera de haut. Et donc, tu auras plus de. Alors, soit tu toucheras le sol sans conséquence, et tu seras aussi plus à même, en fait, de reprendre le contrôle, quoi. Et sur le plan de l'accroche, parce que tu n'es pas, on va dire, aujourd'hui amateur de bitume. Tu aimes les grands espaces, tu aimes les trails. Je vois tout de suite des surfaces relativement escarpées, montagneuses. Est-ce qu'il y a besoin, justement, là aussi, d'une accroche? On voit des chaussures de trail avec beaucoup de grippe, des crampons. Sous ta semelle, qu'est-ce qu'il y a sous cette sandale? Alors, aujourd'hui, je carbure au Vibram Mega Grip. Donc, peut-être un des matériaux les plus intéressants. Enfin, ouais, c'est pas le seul, hein, mais enfin, les matériaux un peu les plus connus dans ce qui se fait de mieux, en tout cas. Hein, donc, la totalité des modèles avec lesquels je cours aujourd'hui, en fait, ont des semelles Vibram. Non pas qu'il n'y ait que Vibram, hein, c'est juste qu'en l'occurrence, chez Panta, on bosse avec Vibram. Et du coup, ouais, j'ai des semelles Vibram Mega Grip, comme tu vas trouver sur les modèles les plus chers des chaussures de trail. Donc, je ne suis pas en reste en termes de grip. Il y a largement ce qu'il faut. Voilà. Et c'est surtout un matériau qui est très durable et qui est très costaud, quoi. Été comme hiver, le pied est à l'air libre ou est-ce que tu lui apportes quand même un petit peu de confort avec des petites chaussettes? Ça fait le combo sandales-chaussettes à la hollandaise un petit peu. Alors, c'est pas le même style, mais ouais. Bah ouais, j'ai fait. Donc là, cet hiver, ce que j'avais pas fait les années précédentes. J'ai fait des trails du coup hivernaux. J'ai fait la Corsa della Bora 80K en Italie, donc autour de Trieste, enfin Italie, Slovénie.
et autour de Trieste. Et là, effectivement, il y avait une grosse portion de neige et j'ai porté des chaussettes sur l'intégralité de la course. Ça permet en fait de garder le pied au chaud, tout simplement, parce que même si en minimaliste, en fait, le pied bouge beaucoup plus, donc il génère plus de chaleur, donc il est moins sensible au froid. Mais ça, c'est pas, enfin, on va dire que tu tolères mieux, mais il y a quand même des limites. Et je veux dire, n'importe qui, lorsqu'il court dans la neige, il a froid aux pieds. Hein, en sandales, ça change pas. Donc du coup, je portais effectivement des chaussettes. Donc j'ai des chaussettes à orteils. J'utilise des Injinji majoritairement. Que j'utilisais déjà en fait avec les chaussures, hein, donc ça n'a pas trop changé. Mais ça, ouais, ça suffit largement en fait. Ça suffit largement pour garder le pied au chaud. Et j'ai fait pareil pendant le FKT du GR49. La même chose sur les parties enneigées, j'étais en chaussettes. Que finalement j'ai gardé jusqu'au bout, mais plus parce que j'ai pas pris la peine de les enlever. Mais donc voilà, on peut aussi faire ça même en hiver. Est-ce qu'il y a quand même des limites, tu vois, enfin, mais finalement il y a les mêmes limites que pour une paire de baskets. C'est juste que tu à moins d'aller sur des chaussettes en néoprène, ce qui se fait au passage. Moi j'ai pas expérimenté, mais tu n'auras pas le Gore-Tex par exemple, tu vois. Mais l'option chaussettes en néoprène existe, c'est une possibilité. Et en termes de durée de vie, tu le disais, elles sont quand même résistantes. Une paire de sandales, elle t'emmène jusqu'à combien de kilomètres? Plus que les 300 de tes chaussures minimalistes que tu avais ouvert en mode sandwich. Alors, donc déjà, les chaussures, donc c'est les chaussures que je cramais en 300 km, c'était plutôt les Altra et les Topo. Hein. Donc, pas vraiment des chaussures minimalistes à proprement parler. La plupart des chaussures minimalistes que j'ai eues, elles ont fait au moins 1000 km minimum. Les sandales, c'est un peu pareil, voire même un peu plus. Mais là, je crois que la paire qui a le plus de kilomètres au compteur, elle doit être dans les 600-800. Écoute, elle a l'air encore neuve. Donc, je pense qu'il y a de la marge. Globalement, c'est des matériaux qui sont assez robustes. C'est une construction qui est très simple. Et parce que tu n'as pas une mousse en EVA en fait, qui va se tasser avec le temps, tu as une durée de vie en fait, du confort qui va rester à peu près uniforme avec le temps. Mais, et la semelle en elle-même, sauf si vraiment tu l'utilisais beaucoup, une semelle trail beaucoup sur de la route, elle va durer assez longtemps, quoi. Donc, ouais, ça tient vraiment bien. Faut s'attendre à faire facilement 2 saisons avec. Mais facile, hein. C'est peut-être plus selon l'utilisation. Ça représente combien une paire de sandales en comparaison avec une paire de chaussures, on va dire plutôt classiques? Alors, je vais prendre l'exemple vraiment je prends pas l'exemple du sur-mesure, hein, parce que c'est un peu différent. Voilà, moi, je l'ai fait sur mesure, mais une paire de sandales chez Panta, ça vaut moins de 80 €. Donc, ça vaut 79 € en standard, quasiment tous les modèles. Donc là, il y a quand même un rapport qualité-prix sur la résistance, la durabilité. Et après avoir bien évidemment effectué une transition, on ne passe pas du jour au lendemain d'une chaussure, on va dire avec un drop très élevé à une sandale, mais les gens peuvent y trouver quand même pas mal de bénéfices. Aujourd'hui, tes douleurs, périostite, douleurs au niveau des genoux, plus rien. Tu n'as plus jamais vraiment connu la blessure. Mais je sais même, je me suis pas blessé depuis tellement longtemps. Je me suis déjà fait, je me suis froissé un muscle il y a un an et demi, un truc comme ça. Voilà, j'ai eu 15 jours de repos, mais ça allait, hein, c'est pas, voilà, rien de méchant. Mais sinon, ouais, non, les blessures, je connais plus, quoi. Et ça, c'est sympa quand même de jamais avoir besoin de s'arrêter pour les blessures, c'est plutôt cool. Et en fait, ouais, ma dernière grosse blessure, c'était ma paire de chaussures l'année dernière, en fait, que je voulais absolument essayer. Voilà, je me suis fait une jolie entorse. Et il faut savoir que depuis, je me suis retrouvé dans les mêmes situations, genre les mêmes conditions, tu sais, où tu marches mal sur un truc. Et je me suis pas fait d'entorse. Et j'en ai même fait des pires. Donc, c'est pour te dire. C'est ça aussi l'avantage, c'est que tu es plus stable. Et puis le corps est peut-être plus en mesure d'encaisser. Enfin, les petits récepteurs qu'on a sous les pieds, tu les fais peut-être plus travailler également. Tu perçois mieux en fait ce qui se passe. Du coup, tu es capable de réagir en fait. En fait, c'est la milliseconde de réflexe en plus qui fait que de toute manière, tu vas mieux encaisser. C'est-à-dire que peut-être que tu vas quand même réussir à te tordre la cheville parce que voilà, t'es un boulet, t'as pas fait gaffe. Voilà, c'est tout.
Mais t'auras plus de chances de sauver le truc, tu vois. Et c'est surtout ça. Et du coup, peut-être que tu vas tordre, mais tu vas tordre moins fort. Et du coup, ça récupérera plus vite. Et, tu vois. Et il y a de fortes chances que tu puisses repartir aussi sec. Et sur les trails, quand tu arrives avec tes sandales, on te prend pour un illuminé, pour quelqu'un qui veut réaliser un défi, ou est-ce que petit à petit, ça rentre quand même dans les mœurs? Ou est-ce que tu restes quand même quelqu'un de marginal dans les pelotons? Alors, c'est clairement marginal, je veux dire. Enfin, mais je suis pas toujours le seul. Mais on n'est pas nombreux. Ça surprend, ça intrigue. Majoritairement, j'ai droit très positif. Je veux dire, les gens sont plus impressionnés. En fait, ils se disent mais c'est pas possible. Et tu leur dis si, en fait, c'est possible. Enfin, en fait, c'est dur pour tout le monde. Tu vois. C'est juste que pour moi, c'est plus facile avec ça. Mais c'est, tu vois, c'est quand tu t'embarques sur je sais pas, un 100 km, un 80 km, un 160 km, c'est dur pour tout le monde de toute manière. Donc, tu vois, moi, ce que je dis, c'est que je suis tout aussi admiratif, en fait, des autres, tu vois, enfin, moi, je fais juste ça à ma sauce, en fait, tu vois. Mais ouais, parfois, on peut être, il y a des gens qui sont un petit peu désobligeants vis-à-vis de ça, mais c'est rare quand même. C'est très très rare. C'est vraiment une toute petite minorité. Globalement, beaucoup de gens qui sont curieux, qui se posent des questions. Il y en a qui viennent me raconter ouais, qu'ils ont lu Born to Run, ils se sont intéressés au minimalisme, ils essayent ça, mais ils ne devraient pas faire ça en ultra trail, tu vois. Donc, tu vois, les gens viennent te raconter leur histoire. Enfin, ça ouvre un peu le truc. Parfois, c'est pas aidant. Ça m'est déjà arrivé d'être sur des courses où j'avais besoin de me concentrer et le truc, c'est que toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui vient me poser des questions. Bon, je t'avouerais que sur une course en particulier, j'avais triché. J'avais profité du fait qu'il y avait un gros drapeau canadien sur mon dossard pour faire genre je parlais pas français. Ça marche bien. Mais tu vois, c'est juste que ça peut être difficile quand t'es un peu dans le dur de devoir expliquer. Parce que t'as envie d'être bienveillant, en fait. T'as envie de partager, t'as envie de, tu vois, mais parfois tu fais, attends, écoute, j'ai un peu du mal à respirer là, donc. mais euh, mais ouais, ça intéresse les gens et puis. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ma première course où je me suis pointé avec ma paire de sandales, ouais, ok, j'avais des regards un peu de traviole, et puis tout d'un coup, j'ai croisé quelqu'un d'autre qui en portait une paire aussi, donc en fait, j'étais pas tout seul. Euh, bon, en général, je suis le seul, hein, mais voilà, parfois tu croises d'autres confrères en sandales, et c'est assez sympa, quoi. Est-ce que tu envisages, Ben, d'aller encore plus loin et de lâcher les sandales pour là vraiment être pieds nus? Est-ce que tu fais des séances d'ailleurs sans les sandales sur herbe, peut-être pas forcément sur bitume? Alors, sur bitume, c'est plus facile, déjà. Parce que c'est une surface que tu vois bien et qui est bien lisse et bien régulière. Sur le gazon, en fait, tu sais jamais s'il n'y a pas un trou derrière, etc. Donc, en fait, en réalité, c'est plus facile sur les surfaces bien lisses et bien planes. Mais j'ai fait un petit peu de pieds nus. Un petit peu comme ça, à droite, à gauche. Mais finalement, c'est quelque chose que j'ai très peu pratiqué. Non pas parce que j'ai pas envie, c'est juste que, honnêtement, autour de chez moi, c'est juste dégueu, en fait. C'est pas dangereux, j'ai pas peur de marcher sur un truc, c'est juste dégueulasse, en fait. Autour de chez moi, voilà, je vis à Paris, c'est crade. Enfin, tu vois, en fait, le bitume, il est recouvert de peau d'échappement, il y a toujours des trucs dégueulasses qui traînent partout. Enfin, ça donne pas envie, en fait. Et, mais en soi, je l'ai déjà fait. C'est juste, ça m'attire pas plus que ça. Et puis aussi, voilà, ce sera une adaptation à faire. Et pour pouvoir faire cette adaptation, parce que du coup, tu dois redévelopper un peu le pied un peu pour ça. Je le ferai sûrement le jour où je serai dans un environnement qui me parle un peu plus, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette pratique justement donc de la course à pied. Alors là, vraiment à côté de tes pompes en sandales. Qu'est-ce que tu prépares pour cette année 2022? Parce que là, dans quelques jours, tu vas t'envoler vers une région assez sympa, la Croatie, pour un nouveau défi. Je te laisse en parler et puis présenter ce nouvel ultra auquel tu vas prendre part. Alors, c'est à la fois un nouveau défi et un vieux défi. En fait, c'est mon premier défi sandales. Il faut voir que ça a été la première course, la fameuse première course à laquelle je m'étais inscrit en sandales, donc les 100 miles d'Istria en Croatie, donc une course de 167 km et 6500 mètres de dénivelé. Et donc, je m'étais inscrit en 2018 pour l'édition 2019.
Et sur cette édition 2019, il y a eu. Physiquement, j'étais à peu près prêt. Hein, donc, mais c'était vraiment censé être mon premier 100 miles. Mais en fait, il y a eu un petit accroc en fait sur l'orga de la course, à la fois de ma faute et à la fois de la faute de la course, mais bon, sans rentrer sur les détails. Et mon sac d'allègement en fait que je devais avoir à mi-parcours était égaré. Je l'ai retrouvé après, hein, mais sur le coup, je suis arrivé à 88 km et il était pas là. Et j'ai un peu paniqué, ça m'était jamais arrivé. Et ça a un peu flingué ma course, quoi. Parce que du coup, tu vois, tu passes je sais pas combien de temps à essayer de comprendre où est passé ton sac, tu sors complètement de ta course, ton niveau de stress, il explose. Et mentalement, voilà, j'ai pas su repartir. L'organisation m'a invité à revenir parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient une part de responsabilité. Hein. Et à noter que je suis le seul à qui ça soit jamais arrivé. Hein. Donc vraiment pas de chance. Et du coup, je devais y retourner l'année suivante. Sauf que l'année suivante, c'était donc 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de courses en 2020. Et donc, j'ai continué à me préparer pour ça, toujours en sandales. Puis ensuite, du coup, je devais la faire en avril 2021. Avril 2021, il n'y a pas eu non plus. Et j'y suis retourné enfin en septembre 2021, du coup, en sandales également. Pas le meilleur choix d'équipement. Ça s'est assez bien passé dans l'absolu. Mais arrivé à 117 km, je me suis rendu compte que j'avais des sandales qui n'étaient pas tout à fait adaptées au terrain sur lequel j'étais. Et j'ai préféré arrêter là. Donc, tu vois, c'est toujours le même projet sur lequel je travaille depuis un moment. Et là, du coup, j'ai revu un peu le matos pour aller avec une paire de sandales plus adaptée à ce genre de terrain. Parce que c'est comme tout, hein, tu vois, il faut un outil adapté aux surfaces sur lesquelles tu cours. Et là, du coup, j'y retourne en fait pour concrétiser le fameux premier projet sandales en fait, qui s'est fait un peu par hasard. Et donc, c'est aussi là que l'occasion de fermer un chapitre. Donc, faire les 100 miles d'Istrie en sandales et avec pour objectif aussi, parce que je suis joueur, d'aller aussi faire le meilleur temps en sandales, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a des gens qui sont passés devant moi et j'ai les chronos. Voilà. Et du coup, on va. Voilà. Il est de combien à peu près sur ce 160 km? J'ai peur de dire une connerie. Je crois qu'il fait à peu près 31 heures. J'avais 30h47, moi, toi, sur, je crois que c'est ça, sur mes notes. Je crois que c'est ça. Ouais, donc, ça doit être moins ça. de 31 heures, on était bon. Ouais, je crois que c'est ça. Mes temps de passage par le passé montrent que c'est possible. Après, il faut le faire. Tu vois. Enfin, c'est pas parce que c'est possible que tu réussis automatiquement. Donc, c'est aussi, voilà. Mais ça, c'est plus. En soi, je m'en fiche si je l'ai pas. Hein. C'est pas tant le sujet, mais c'est le petit défi, tu vois. Tu dis, vas-y, je vais aller le prendre en plus, quoi. Et puis, c'est aussi montrer que, voilà, tu peux. Enfin, j'aimerais faire moins de 30 heures, en fait, pour aussi montrer que tu peux faire quand même des temps assez compétitifs avec ce genre de choses. Merde, il y a bien Karim El Ayani là, qui vient de faire le marathon des sables pieds nus. Ce mec-là, il a déjà gagné des courses, mais gagné, hein, genre première place sur des courses de trail pieds nus. Je veux dire, en soi, moi, je suis pas un grand athlète, donc je ferai jamais des gros podiums comme ça. Mais c'est aussi de montrer que si, c'est plus l'athlète en fait que ce que tu vas porter au pied qui prime. Et du coup, quand je progresse et que je vois que je fais des meilleurs classements, en fait, c'est pas tant pour moi que c'est intéressant, c'est pour dire, tu vois, on peut aussi, avec des choses qui sont moins conventionnelles, tu peux quand même aller faire des trucs cool, quoi. Et justement, un marathon des sables en sandales, ça te tenterait ou c'est pas forcément ce type de terrain que tu recherches? Ouais, je suis plus montagne, moi. Donc, c'est plus ça qui me botterait. Mais ouais, c'est un équivalent peut-être un peu plus montagnard, plus mon truc. Le désert, bof. Mais après, pourquoi pas. Il y a déjà quelqu'un qui l'a fait en sandales. Hein. Je crois qu'il y a même un mec qui l'a fait en crocs, non? On a vu des gens courir en crocs également à des allures assez impressionnantes. Donc, comme tu dis, c'est moins conventionnel, mais c'est tout à fait possible. Donc, c'est d'abord ton entraînement, en fait. Hein. Tu vois, c'est pas tant ton matos. Le matos, en fait, lorsqu'on arrive au niveau élite, en fait, le choix du matériel peut avoir son importance. Mais déjà, en général, les élites choisissent assez peu leur matériel. Ils leur est plus imposé par les marques. Qui vont leur dire bah voilà, tu vas courir avec ces modèles-là parce que c'est ceux qu'on veut vendre aujourd'hui. Donc déjà, ils choisissent pas forcément. Enfin, ça c'est soumis à des contrats. Mais le truc, c'est que c'est vraiment à leur niveau où le petit pourcentage a la moindre importance. Parce qu'en soi, t'as envie de courir avec un truc, vas-y quoi. Enfin, de toute façon, à moins que tu sois en train de signer des podiums, c'est pas la peine. Hein. Et dans ta nombreuse collection de sandales, tu nous as pas dit combien tu en avais justement dans ton placard. Je pense qu'il est aussi bien fourni. Compter. Tu préfères pas compter? Non, honnêtement, il y a au moins une quinzaine de paires.
mais minimum. Hein. Je suis assez conservateur là-dessus. Est-ce que dans ces futurs prototypes que tu testes et que tu développes, on envisage du carbone sous la semelle de la sandale, ou est-ce qu'on reste quand même sur quelque chose de très naturel en lien avec la biomécanique qui est existante depuis des millénaires sur l'évolution de l'être humain? Alors, non, pas du tout. On n'envisage pas de carbone, mais pas forcément pour les raisons que tu penserais. C'est-à-dire que ça serait... On pourrait se poser la question. Mais en fait, le carbone, il est vraiment intéressant sur les chaussures parce qu'en fait, il permet de faire des chaussures qui sont extrêmement légères, mais qui maintiennent en fait, qui gardent en fait une certaine stabilité. En fait, on se rend, le carbone, ça rigidifie vachement la chaussure. Hein. Et quand tu veux faire des chaussures très très légères, le problème d'une chaussure très légère, c'est que c'est vraiment super mou, ultra souple, ça n'a aucune structure. Et quand tu veux mettre de la puissance là-dessus, bah ça marche pas en fait. C'est pour ça que tu regardes les autres chaussures de compétition, tu vois, typiquement les chaussures de piste ou les chaussures genre pour les 5K, 10K, tu as des semelles super fines. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le poids, mais tu as besoin de garder de la stabilité. Et si tu mettais trop de volume, en gros trop d'amorti, bah, tu perds vachement cette stabilité et du coup, tu ne seras pas efficace en fait sur la propulsion. Donc, c'est ça le rôle de la plaque carbone. Hein. C'est pour ça que c'est aussi intéressant pour les fabricants de chaussures aujourd'hui. C'est qu'en fait, ils peuvent mettre énormément d'amorti et du coup, donc, vraiment, ça te permet de rallonger ta foulée et de prendre ce risque en fait, tout en ayant une stabilité que tu n'aurais pas en temps normal. Et en plus, un petit retour de propulsion. Donc, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec le carbone. Avec la sandale, tu n'as pas ce besoin parce qu'en fait, tu as déjà la légèreté. Donc, tu as déjà quelque chose, pour te donner une idée, ma paire en 47, et j'insiste bien, c'est la paire, d'accord? La paire en 47, elle fait 400 grammes de trail. Hein. La paire de trail, elle fait 400 grammes. Donc, ça veut dire qu'elles font 200 grammes la sandale. Et là, on est en taille 47 extra large, d'accord? Je ne connais pas le poids en 43, du coup. Mais, et ça, c'est la version la plus costaud que j'ai. Donc, du coup, le truc du poids, c'est que c'est imbattable, en fait. Donc, tu n'as plus cette problématique de se dire... En plus, tu es super stable, tu vois. Et donc, tu te dispenses complètement de l'amorti. Il faut voir que les athlètes de haut niveau, les mecs qui font les records au marathon, ils ont une foulée qui est tellement clean que honnêtement, tu peux leur mettre n'importe quoi au pied. Ils vont avoir la foulée la plus clean du monde. Tu les mettras en claquette, tu les mets pieds nus, ils vont avoir globalement la même foulée. Donc, en fait, le carbone, il leur apporte quelque chose, mais finalement, c'est plus la perte de poids, en fait, de la chaussure. C'est un truc encore plus léger qui est vraiment intéressant pour eux. Donc, c'est une innovation qui est intéressante sur la chaussure, parce que si tu veux mettre plus d'amorti, tu veux gagner de la stabilité, et du coup, le carbone apporte vraiment ça, en plus d'avoir le petit côté un peu propulsion, tu vois. Mais sur la sandale, du coup, c'est déjà tellement léger. En fait, tu enrhumes complètement la totalité des chaussures Vaporfly, hein, qui sont, je crois, les plus légères. Hein. Je crois que j'ai une sandale, elles font même pas, qui fait genre 100 grammes en 47. Oui, donc tu la sens pas, quoi. Elle est vraiment... c'est super une fois léger, sanglée, tu as l'impression de rien avoir au pied, finalement. C'est ça, en fait. Et par contre, ton pied est quand même protégé. Donc, du coup, tu peux pousser un petit peu, tu vois, sur la surface, tu vois. Enfin, donc, t'as pas les mêmes problématiques, en fait, qu'avec une chaussure. Et du coup, parce que t'as pas les mêmes problématiques, la notion de carbone, en fait, elle a beaucoup moins de sens. Ça veut pas dire que tu pourrais pas le faire. C'est juste que ça répond à des problèmes que tu n'as pas. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, mais bon, c'est pas impossible qu'un jour quelqu'un essaye. Ça serait rigolo. On peut envoyer un message à Eliud Kipchoge s'il veut utiliser les pentasandales pour un prochain record. Pourquoi pas? Il va gagner 60 grammes par pied, donc c'est pas mal. Hein. Sur un nombre de foulées, ça peut entraîner un record encore plus intéressant. Avant de terminer cet entretien, Ben, sur quel support on peut te retrouver? On a parlé d'un podcast tout à l'heure dont tu es l'auteur, Le Serment d'Hippocrate, et c'est par une interview de Fabrice Kuhn que tu as réalisé que je t'ai découvert. Donc, merci pour ton travail sur ce podcast également. Et je te laisse le présenter un petit peu avant d'évoquer les différents réseaux sur lesquels on peut te retrouver. Alors ouais, effectivement, je suis l'hôte du Serment d'Hippocrate, donc c'est un podcast que j'ai démarré en 2020. Qui avait pour but en fait de fournir des ressources en fait autour de la santé en français, parce que j'en trouvais beaucoup en anglais sur les sujets qui m'intéressaient et entre autres ce que je fais professionnellement.
Et je trouvais que ça manquait en français, alors que pourtant les experts existent. Et donc j'ai voulu en fait créer cette plateforme. Ensuite, là je suis en train d'en démarrer un nouveau en anglais, mais qui n'est pas encore sorti. Enfin, les premiers épisodes sont en cours d'enregistrement, qui s'appelle The Conversation, mais qui est un podcast plus généraliste. Et ça, du coup, vous pouvez les retrouver. Le plus simple, c'est d'aller sur mon profil Instagram. Il y a tous les liens sont là. Donc, @benviolo, tout y est. Et ouais, donc ça, c'est mes 2 projets podcast. Bon, moi je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs qui seraient tentés par une transition vers les sandales puissent te rejoindre. Et puis je vais te souhaiter à quelques heures de ce 100 miles donc sur l'Istrie en Croatie, une bonne course en sandales jusqu'au bout cette fois-ci. Ah bah oui, ce coup-ci, on est non seulement déterminé, mais on commence à être un peu fâché là. Donc, merci Ben à toi pour ce long échange sur cette pratique un petit peu marginale. Et puis, pour les auditeurs, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.